Les auteurs de science-fiction nous ont nourris de beaucoup d'images de ce monde du futur. Plus encore, nous aurions eu un florilège d'extraits de films, vidéos et autres grands moments de science-fiction qui nous proposent à leur tour un aperçu de ce monde connecté de demain. Même James Bond doit affronter aujourd'hui des cybermalveillants. Et ses patrons s'interrogent sur, au fond, avons-nous encore besoin d'un type un peu musclé pour régler les dossiers, ou est-ce qu'au fond, de son fauteuil, on ne peut pas traiter ? C'est un robot qui... À cette heure, l'hologramme est en place dans plusieurs sites. Voilà, donc 007 lui-même est menacé. Alors pour découvrir notre avenir de gestionnaire, d'expert, il nous fallait les meilleurs pour aborder une projection, encore une fois, de ce que serait la gestion, cette fois-ci, d'un sinistre dans un monde connecté. La première partie, on s'est attaché autour de la donnée, ce monde de données avec ses enjeux. Et aujourd'hui, c'est l'enjeu de la gestion de sinistre et de l'expérience client, au fond, l'expérience de l'assuré. Voilà. Alors, nous aurions pu consulter, nous avons été vraiment très tentés par un des plus grands marabouts de France qui aurait pu nous guider dans la devination de ce que sera notre futur. Et donc, je vais demander à Jean-Gabriel Ganachia de revenir avec nous sur cette deuxième partie. Jean-Gabriel, merci beaucoup. Également Xavier Marchand, avocat. Maxime Broman pour AIG. Benoît Léger d'Herville, expert spécialiste de XI+. Et puis Aurélie qui représente la compagnie Aviva. Aurélie Benaïch et qui représentera sur cette deuxième partie la jante féminine. J'ai trouvé cette petite image assez drôle, c'est que faire en cas de cyberattaque. Éventuellement tout débrancher, casser la glace et débrancher. Qu'est-ce qu'un cyber-risque aujourd'hui, Maxime ? Bonjour à tous. Pardon. Bonjour à tous. Donc la réponse pourrait être de s'assurer pour faire face à une cyberattaque. La mission qui m'a été donnée aujourd'hui, c'est de présenter ce qu'on entend par cyber-risque. Donc ça sera en deux temps. Le premier temps, ça sera que couvre un contrat d'assurance. Et dans un second temps, ça va être la sinistralité et l'évolution de cette sinistralité. Je reviendrai un petit peu plus tard lors de la présentation sur les spécificités de la gestion d'un dossier cyber. Donc avant toute chose, je pense qu'il est important de rappeler la définition du cyber risque. Donc ça va être les atteintes au système informatique telles une intrusion dans le système informatique. Mais cette définition, si on s'arrête à ça, n'est pas complète. Ça inclut également les conséquences, et on l'a vu tout à l'heure, c'est d'actualité avec le RGPD, les conséquences liées aux atteintes aux données personnelles. Donc un exemple concret que j'ai eu à gérer il y a 2 semaines, donc l'activité de notre assuré, c'est de la location de chambres d'hôtel de luxe, et le site de réservation ainsi que les données étaient gérés par un prestataire. Donc ce prestataire a été victime d'une attaque cyber. Et les données ont été dérobées. Donc ces données étaient les adresses des personnes qui ont réservé les chambres d'hôtel, ainsi que les dates de réservation. Donc je peux vous laisser imaginer que les pirates avaient accès aux dates d'absence et les adresses de ces personnes. Donc certes, l'attaque au système informatique a eu lieu chez le prestataire. Néanmoins, l'assuré est resté dans l'obligation de procéder à la notification auprès de la CNIL et également aux personnes concernées. Et cet assuré ayant des filiales également à l'étranger, il y avait les obligations de notification qui peuvent différer d'un pays à l'autre hors Europe.
Donc rapidement, qu'est-ce qu'inclut un contrat d'assurance cyber? Donc moi j'appelle ça un contrat avec des garanties combinées. Donc c'est tout d'abord des garanties de responsabilité civile, mais également des garanties de dommages. Donc la garantie principale du contrat cyber et garantie qu'on retrouve uniquement dans un contrat cyber, c'est la gestion de crise. Donc cette gestion de crise va intervenir dans une période à peu près de 72 heures ou de 96 heures selon les contrats, sans franchise. Donc ce qu'on inclut dans cette garantie gestion de crise, ça va être les frais de différents consultants, tels que l'avocat, l'expert informatique, le consultant en communication. Et là, on a inclus aussi dans cette garantie gestion de crise sans franchise les frais de notification pour coller aux obligations de notification, par exemple, auprès de la CNIL. Donc l'autre garantie, ça va être une garantie de responsabilité civile. L'avocat tout à l'heure a parlé d'action de groupe. Il y a un exemple, j'ai perdu le nom de la chaîne de supermarchés au UK. Mais il y a des salariés dont leurs données ont été dérobées et ont formé donc une action de groupe à l'encontre de leur employeur, et ils ont eu gain de cause en première instance, et là c'est en cours d'appel. Donc il y a vraiment ce volet responsabilité civile qui peut intervenir. On a une autre garantie qui va être une garantie qui est tout aussi intéressante que la garantie. Ah voilà. Donc c'est la garantie perte d'exploitation qui est un volet dommage. Donc là on le verra tout à l'heure sur l'évolution du coût d'un sinistre, cette garantie qui intervient depuis je dirais à peu près un an et demi avec les attaques telles que WannaCry ou NotPetya qu'on a pu rencontrer l'année dernière. Après la garantie enquête et sanctions, donc qui colle avec le RGPD. Il y avait un débat tout à l'heure sur l'assurabilité des sanctions pécuniaires qui peuvent être prononcées par la CNIL. Notre contrat prévoit la couverture de cette sanction. Maintenant, ce n'est pas une couverture automatique, c'est-à-dire qu'il y aura une lecture de la décision et ça sera au cas par cas. C'est vrai qu'il y a un grand débat sur cette couverture, comme débat qu'on rencontre avec la couverture des amendes prononcées par l'AMF. Donc ça va être aussi, dans le cadre enquête et sanctions, la prise en charge des frais d'avocat. Le dernier volet, c'est le volet cyber-extorsion, avec l'intervention du consultant informatique, mais aussi d'un consultant qui est spécialisé dans la négociation. C'est des consultants qu'on retrouve aussi sur les contrats d'assurance kidnap-rançon, qui sont spécialisés dans la négociation de cette rançon qui est demandée, avec aussi savoir que généralement les rançons sont demandées en Bitcoin, qui est cette monnaie virtuelle, avec un investissement. Donc là, désolé pour la référence, mais je pense qu'on connaît tous Nabila, qui était connue pour ses conseils capillaires. Elle a conseillé il y a quelques mois d'investir dans le Bitcoin, mais bon, elle s'est fait rattraper par l'AMF. Petite question. Si je comprends, c'est quoi? C'est un pack ou alors on peut avoir des offres à tiroir aujourd'hui sur le marché? Non, c'est un pack. C'est un pack. C'est un pack avec. C'est pour ça que moi j'appelle ce contrat une police combinée, donc vraiment avec un volet responsabilité civile, dommages. Là, je reviendrai après. C'est que certains clients ou prospects peuvent dire mais je suis déjà assuré via tel ou tel contrat. Il y a des garanties qui sont propres au contrat cyber, telles que la gestion de crise, ou aussi sur la couverture des amendes qui peuvent être prononcées par la CNIL ou toute autorité administrative équivalente. Donc on les classerait plutôt en police dommage ou RC aujourd'hui? Un mixte. Xavier, mais juste pour une petite question, en construction, est-ce qu'il y a des garanties sur, par exemple, une TRC, un risque de cyberattaque sur un programme de chantier, on n'a pas encore vu ça. On peut tout imaginer, j'en ai pas forcément vu spécifiquement aborder le sujet d'une police cyber dans le cadre d'un contrat de construction. Pour une raison, je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est avec les décennales, c'est forcément du bâtiment nouveau. Je pense que le nombre de bâtiments en France aujourd'hui, tout ça pour le BIM, je pense qu'on est à 100 millions de mètres carrés en France, dont à peine 22 sont peut-être nouveaux. Donc de toute façon, le temps que tout ça vienne, c'est un peu compliqué, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. C'est vrai qu'entre les polices cyber, qui est véritablement dédiée au cyber, et les polices qui peuvent avoir des volets, dans une police tout risque, des volets cyber, ou des polices dont on peut interpréter que il n'est pas exclu le risque cyber, il y a là effectivement un certain nombre de champs de recoupement
ou pas d'ailleurs, ou de trop de garanties. Et il est vrai qu'aujourd'hui, je pense que pour l'assurer, il y a peut-être là-dessus un besoin d'informations plus claires, parce que c'est souvent un peu trop tard qu'on découvre qu'on n'était pas couvert. Et notamment, effectivement, dans le secteur de la construction, je pense qu'on verrait plus dans le secteur de la construction, non pas le bâtiment en tant que tel, ouvrage qui va être assez bien couvert, et puis finalement, ça vient comme on couvre les conséquences et pas la cause, c'est pas très gênant. En revanche, ce qu'on risque de trouver beaucoup, je pense, c'est dans les polices de RC pro, plus largement des entreprises de construction, parce que je pense que ce sont des choses auxquelles elles ne pensent pas du tout. C'est le monde du bâtiment à quelques exceptions près, ceux qui sont intéressés par le BIM, et qui comprennent les 5 ou 10 grands acteurs français. Je pense que tout le reste, s'ils sont nombreux, n'a même pas idée qu'on puisse un jour avoir envie de s'occuper d'eux, alors qu'ils sont une des cibles favorites. Une garantie inclusive. On pourrait en retrouver en protection juridique. On peut être défendu par un contrat de protection juridique sur une cyberattaque, par exemple. Alors, en principe, on est défendu par un contrat de protection juridique qui va vous défendre en tant que tel, mais on reviendra dessus plus spécifiquement. La difficulté, finalement, c'est pas tant, et là, judiciairement, qu'est-ce que je vais faire, moi, judiciairement, parce qu'à 95%, judiciairement, face à une attaque cyber, je n'ai plus guère que mes yeux pour pleurer, on verra après, ne serait-ce que pour un élément qui est le temps. La question de temps est très loin. Et la deuxième, qui est l'évaluation d'un préjudice, qui est excessivement difficile à valoriser dans le cadre d'un préjudice cyber. Parfait, merci. Maxime. C'est pour ça que moi je suis partisan, alors après c'est vraiment une opinion personnelle, mais que les polices soient plus claires, par exemple les polices RC ou les polices dommages, qu'on ait des exclusions propres à une attaque cyber pour justement la dire, définition okay, contractuelle doit être clarifiée. Dire, ok, je suis victime d'une attaque cyber, c'est un contrat cyber qui doit répondre à ce type d'incident. Alors sur les sinistres cyber, donc AIG, on commercialise des polices cyber depuis à peu près 2012, mais le contrat est présent aux États-Unis depuis plus de 20 ans. Alors quelques chiffres. Donc là, c'est quelques chiffres. Donc j'ai participé en début d'année sur ce qu'on appelle le livre blanc, qui est un recueil d'informations, et on a pu comparer la période de 2013 à 2016 par rapport à celle de 2017. Donc c'est vrai que ce sont des chiffres propres à AIG, mais quand on regarde des revues spécialisées, nos chiffres correspondent à la réalité dans sa globalité. Donc là, par rapport au type d'attaque, bon, c'est vrai qu'il y a quelques années, les attaques se limitaient plus à du spam ou à du phishing. Je pense qu'on a tous reçu un jour un email en disant un copier-coller, par exemple, de l'administration fiscale ou d'Orange, nous demandant de communiquer nos informations personnelles. Donc là, de retour d'expérience, on constate que les attaques sont de plus en plus sophistiquées et que même de nouvelles attaques ont fait leur apparition. Donc on retrouve à la première place pour 2017 le ransomware. Donc là, le ransomware, pour faire simple, donc 26%, 26% des déclarations de sinistres. On était à 16% sur la période 2013-2016. Donc le ransomware, ça va être je bloque votre système informatique pour avoir la clé de décryptage. Vous payez la rançon. Je reviendrai après sur faut-il payer ou pas la rançon. C'est un large débat. Donc, après, le ransomware, ça peut être dans sa forme la plus simple. Donc, je bloque le système informatique. Donc, on l'a vu par exemple avec WannaCry l'année dernière. Après, les conséquences ont été quand même assez importantes parce que WannaCry a touché des sociétés dont leur système informatique était en réseau, et ce qui a facilité donc la prolifération du virus d'une entité à une autre. Le deuxième type d'attaque, donc, ça va être le vol de données. Donc là, ransomware, vol de données, sont des attaques, je dirais, relativement simples par rapport au déni de service qu'on retrouve en bas, parce qu'il y a des sites, par exemple, spécialisés où on peut acheter des virus. Donc, et justement, après, procéder à une attaque cyber. 12% des sinistres. 12% des sinistres. Vous aurez les slides accessibles a posteriori, parce qu'effectivement, il y a des chiffres écrits en petit, et ils seront disponibles à l'issue de cette conférence. Et donc on retrouve tout en bas, c'est l'attaque par déni de service, alors qui représentait, je crois, 6%. 6%. C'est ça, 6% qui est passé à 2% pour les raisons que j'ai exposées tout à l'heure. C'est que c'est plus facile maintenant d'attaquer par un ransomware ou du vol de données. Le déni de service, un exemple simple, on a eu un sinistre comme ça, notre assuré était une agence de location de véhicules sur Internet. Donc le site a été rendu inaccessible. Donc c'est le fait de rendre, par exemple, inaccessible un service. Donc les personnes ne pouvant pas réserver via ce site sont allées sur
sur des sites concurrents et vient se poser la question un peu du profil du pirate, de l'attaque. Alors moi, quand j'ai commencé à gérer, j'avais une image assez simple. C'était la personne isolée derrière son ordinateur à manger des pizzas, à boire de la bière. Néanmoins, on se rend compte que ça peut être c'est des personnes, c'est des groupes, des autorités gouvernementales avec des motivations aussi diverses qui vont être une motivation pécuniaire ou toute autre motivation. Rapidement, sur le vol de données, on retrouve aussi en deuxième place. Pourquoi ? Parce que les données ont une valeur sur le dark web. Par exemple, sur une carte bancaire, ça va représenter $50, alors qu'une identité complète représente $70. Donc si on a une motivation pécuniaire, c'est ce qui explique aussi ce classement. Le dark web, qu'est-ce que c'est ? Un monde obscur, visiblement, hein, le côté obscur d'Internet. C'est un très très grand mot, le dark web. Hein. Le deep web, le dark web sont des mots qui désignent en fait. Alors le web, techniquement, bon, ça va être une réponse un peu technique. Le web n'a pas de profondeur. En fait, il est plat, totalement plat. Ce sont des adresses IP. Le dark web, c'est tout simplement des endroits, ce sont des forums pour lesquels vous avez un contrôle d'accès. Donc c'est la réunion de certains qui ont les moyens d'accès et qui vont y trouver tout un tas de choses. Enfin, ça désigne quand même, vous avez raison, un ensemble de choses tout à fait illégales qu'on peut acheter, ce dont vous avez parlé, et évidemment pire, vous en avez entendu parler, de la drogue, des armes, etc. Mais techniquement, ce sont exactement des forums plus ou moins compliqués, chiffrés, avec des moyens d'accès réservés à certains. Alors maintenant, par secteur d'activité, donc, alors on trouve en haut du podium les services financiers, les services financiers et professionnels. 18% dans les deux cas. Alors donc il y a une nette hausse pour les professionnels de services, donc c'est passé de 6% à 18%. Donc qu'est-ce qu'on inclut dans les professionnels de services ? Ça va être les professions réglementées telles que par exemple les avocats, les commissaires aux comptes, les notaires. Et dans les services financiers, c'est la banque et l'assurance. Alors pourquoi on retrouve ces deux secteurs d'activité en haut du classement ? C'est parce qu'ils détiennent énormément de données. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ces données ont une valeur. Donc ce sont des sites privilégiés pour les pirates. Alors sur le volume sinistre, donc on se rend compte que 2017 a représenté le même nombre de sinistres que pour la période 2013-2016. Donc là, ce sont des chiffres pour la région EMIA, donc ce qui équivaut à peu près à une réclamation par jour. Donc là, par exemple, il y a une heure, j'ai reçu une déclaration. Vendredi, on en a reçu une. Donc c'est vrai qu'en moyenne, on est à un peu plus d'une déclaration par jour ouvrée. Donc là, ces chiffres sont parlants. Par exemple, en 2013, on avait reçu 2 déclarations. Sur 2017, 316. Pour faire un focus sur la France, en 2017, donc on a reçu une trentaine de déclarations. Le 1er janvier, on est à environ un peu plus de 40 déclarations. Alors, ça s'explique par le nombre d'attaques, mais par le développement de notre portefeuille et la prise de conscience des sociétés du fait de devoir s'assurer face aux risques cyber. Alors, tous exposés. Donc moi j'aime bien ce slide parce que quand je fais des présentations, et ce que je disais tout à l'heure, à des courtiers, lorsque leurs clients sont là, ils disent de par mon activité ou de par la taille de ma société, je suis pas exposé au risque cyber. Il y a quelques mois, j'ai participé à la FFA avec d'autres assureurs sur la rédaction d'un recueil ou d'un guide de prévention à destination des TPE et des PME. Et on l'a vu aussi l'année dernière avec WannaCry et NotPetya, c'est que ça a touché, comme on a vu l'année dernière, Saint-Gobain, Renault, mais nous, on a reçu des déclarations aussi pour les petites sociétés. 3 exemples concrets par rapport à l'activité. Donc, on a reçu une déclaration pour une société spécialisée dans l'agroalimentaire, où les hackers avaient été en mesure de prendre le contrôle de la chaîne de production et d'arrêter cette chaîne de production pendant plusieurs jours. Après, il y a un exemple qui avait été aussi médiatisé aux États-Unis avec Jeep, où les hackers avaient été en mesure de prendre possession du véhicule à distance. Le deuxième exemple, ça va être l'hôtellerie, où il y avait un hôtel de luxe en Autriche en 2017 qui avait été victime de plusieurs ransomware et qui avait empêché la création des cartes d'accès aux chambres. Donc, s'ils ne payaient pas la rançon, ils ne pouvaient pas créer les cartes d'accès.
Le troisième exemple, c'est un casino, donc jeu. Et là, ça fait un écho un peu aux objets connectés, c'est-à-dire que les pirates ont pu avoir accès à la liste des plus gros joueurs via le thermomètre connecté de l'aquarium. Donc là, on voit que ça peut. Donc, on se rend compte de la vulnérabilité des objets connectés. Sur eBay, il va y avoir des aquariums à vendre bientôt. Je pense. Alors oui, parlons coût un peu, parce que là, on voit bien qu'il y a une inflation. 2 déclarations en 2013, plus de 300 en 2017, et l'année s'annonce encore en forte progression. Au niveau des coûts, est-ce qu'il y a la même inflation? Est-ce qu'on peut avoir peut-être quelques chiffres Oui. Après, c'est parce que je pense que dans l'auditoire, c'est essentiellement des gestionnaires de sinistres, donc il faut être clair, les chiffres parlent. Donc au lancement du produit, les premières déclarations concernaient essentiellement de la mesure d'urgence. Donc on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire une intervention de différents experts selon la gravité de l'événement pendant 72 ou 96 heures. Donc ça va être l'avocat, l'expert informatique, la communication, s'il y a une communication en interne ou en externe qui est nécessaire. Alors sur un coût, je voudrais dire entre 3 000 et 30 000 euros. Alors le 30 000 euros s'explique, c'était un peu à la marge l'année dernière avec l'attaque WannaCry qui arrivait un vendredi soir, et il a fallu que notre expert se déplace dans une filiale en Espagne de l'assuré, donc réservation de chambre d'hôtel, d'avion en last minute, et le déploiement d'une équipe sur place. Sinon, si on veut faire une moyenne, je dirais plutôt qu'on est entre 5 et 10 000 euros avec l'intervention de plusieurs intervenants. C'est le coût de la partie mesure d'urgence. Exactement. On est d'accord. Là, depuis ce que je disais tout à l'heure avec la sophistication des attaques, on constate depuis à peu près un an et demi, l'activation du volet perte d'exploitation. Donc là, 2 exemples concrets. Un avec WannaCry, donc l'assuré là a chiffré sa perte d'exploitation à 3 millions d'euros. Et avec NotPetya, donc c'était une banque qui a été victime de NotPetya, c'était au mois de mai. Interruption. Alors la différence entre NotPetya et WannaCry, c'est que WannaCry, il y a eu blocage du système informatique, alors que dans NotPetya, il y a eu blocage du système informatique, mais également destruction du système informatique. Pour ça que les conséquences de NotPetya ont été plus importantes. Donc pour cet assuré-là, il y a eu une interruption totale pendant plusieurs jours et partielle du mois de juin jusqu'au mois de septembre. Donc avec un chiffrage à 5 millions d'euros. Sinon, on a d'autres dossiers avec des pertes d'exploitation à hauteur de 50 000, 200 000 euros. Là où je verrai maintenant... avec la mise en place du RGPD, c'est que le coût du sinistre va augmenter avec l'obligation de notification. Alors, c'est pas la notification à la CNIL qui va augmenter le coût du sinistre, parce que le formulaire est disponible sur le site de la CNIL, mais c'est plus la notification aux personnes concernées. Donc il y a la prise en charge de cette notification, et parfois les assurés ne disposent pas de l'adresse postale ou de l'adresse mail de leurs clients, et donc il y a toute une recherche à faire, prendre des spécialistes pour être en mesure d'identifier leur adresse. Après, le RGPD est aisant sur le formalisme de cette notification. Est-ce qu'une notification par email est suffisante, ou est-ce que c'est par lettre recommandée avec accusé-réception? Donc là, c'est toute une question qui reste ouverte, avec vraiment la preuve derrière. Et le dernier point, ça peut être aussi, donc vous faites un courrier, la rédaction de ce courrier l'envoie aux personnes concernées, et c'est la mise en place d'une plateforme téléphonique pour répondre aux interrogations de ces différentes personnes. Et moi, dans plusieurs dossiers, le coût de la notification a été assez conséquent, parce que certes, il y a la notification en France, mais on a eu des notifications en Australie, en Inde, aux États-Unis, et les obligations de notification divergent d'un pays à l'autre, donc ce qui peut augmenter aussi ce coût d'un sinistre. Donc on voit bien il y a quelques années où on se limitait à des mesures d'urgence. À ce jour, on a vraiment le volet perte d'exploitation qui est activé, et avec le RGPD et ce qu'on voyait tout à l'heure, d'éventuelles class actions de groupe qui peuvent être, et l'activation de ce volet RC, et aussi de la prise en charge des sanctions pécuniaires prononcées par la CNIL ou toute autre autorité. On voit bien que le cyber-risque est un nouveau risque que, bien évidemment,
on peut le décliner pour la construction, on peut le décliner pour l'IRD. En construction et en IRD, on est aussi, quelque part, on peut dire on a X% de dossiers dits de fréquence et puis Y% de dossiers d'intensité. Quel que soit, je dirais, l'IRD ou construction, chaque compagnie a son analyse statistique. Est-ce qu'en cyber, on peut parler de fréquence, ou est-ce qu'on est systématiquement dans l'intensité, ou est-ce qu'au contraire, on est vraiment que dans la fréquence de sinistres? J'aurais tendance à dire la fréquence, hein, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Après, je ne veux pas empiéter sur ce qu'on dira tout à l'heure. Et c'est qu'il faut savoir s'adapter à ce nouveau type de sinistre. C'est-à-dire que nous, gestionnaires de sinistres, c'est être en mesure de répondre et d'évoluer dans notre façon de travailler pour faire face à ce type de sinistre, et qui, pour moi, est un sinistre de fréquence qui ne fera qu'augmenter, parce qu'il y a vraiment une véritable prise de conscience des sociétés. Et l'augmentation, il y a d'autres assureurs ici qui sont spécialisés également dans le cyber, et je pense que leur portefeuille se développe également, et il faut être en mesure de faire face à ce nouveau type de sinistre. Après, tout en restant humble, c'est-à-dire que nous, on est spécialisés en assurance, on a tous un réseau d'avocats, d'experts, etc., qui sont là pour nous assister, parce qu'on reste dans un monde quand même qui est, je voudrais dire, informatique. Et moi, j'ai mes limites, et c'est d'où l'intérêt de travailler avec les différents experts qui peuvent être autour de moi. Et c'est un véritable travail d'équipe. Et la matière assurable, aujourd'hui, elle est en expansion. Alors, en volume, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont assurées, ou beaucoup de particuliers. Mais est-ce que vous imaginez, on peut imaginer qu'il y a encore une nouvelle matière assurable avec des contrats de cyberpolice? Je ne sais pas. Après, sur l'innovation, oui, je pense que toutes nos compagnies ont sûrement des équipes spécialisées dans l'innovation, quel type de nouveaux produits on peut mettre en place. Après, je dirais pas forcément qu'on est sur un marché mature pour l'instant sur le cyber, hein, c'est 2012, donc ça fait 6 ans. Le texte évolue. Moi, j'ai un gros travail avec la souscription pour justement, grâce à cette expérience sinistre, de faire évoluer ce texte, et éventuellement, on l'a vu sur les frais de notification qu'on a fait passer dans cette garantie sans franchise. Ça a un sens, et donc le texte évoluera encore, et peut-être que de nouvelles garanties, en fonction de nouveaux types d'attaques qu'on pourra rencontrer, le texte évoluera encore très certainement. Et aujourd'hui, ce sont essentiellement des entreprises, où on trouve du particulier qui va chercher un contrat cyber? Je dirais que le contrat est... Nous, alors, de par notre secteur, etc., on s'intéresse qu'aux entreprises. Après, est-ce qu'un contrat de risque cyber existe pour un particulier? Je ne sais pas. Est-ce que maintenant il y aurait un intérêt? Je ne suis pas certain non plus. Peut-être que les mentalités changeront, mais la cible première, c'est clairement les entreprises. Alors, et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça va de la TPE aux sociétés du CAC 40. Nous, notre texte diffère selon une TPE, PME ou une société du CAC 40, parce que les attentes des sociétés ne sont pas les mêmes. Je veux dire, par exemple, prendre un consultant informatique pour une grosse société, ils ont déjà tout leur réseau, ils ne veulent pas forcément qu'un œil externe vienne, parce qu'ils se disent mais je ne suis pas là pour me faire auditer, etc., ce qui n'est pas l'objectif premier, alors qu'une petite société va plus attendre justement un soutien technique, et la grosse société, ça va être l'avocat qui va avoir ce rôle de consultant référent. On vient là avec vous de parler de le regard assurantiel. On peut revenir avec vous, Maître Marchand, au regard plus juridique. Est-ce qu'on n'est pas à une croisée des chemins en matière de gestion de sinistres aujourd'hui, avec ce monde connecté qui se présente? Alors peut-être, juste avant de répondre à cette question, qui n'est pas facile, de noter déjà que le cyber risque est quand même à géométrie très très variable, puisqu'on peut y mettre à la fois, je dirais, l'acte, donc une attaque qui serait informatique, la cible, qui serait les serveurs, et aujourd'hui, je pense que, comme on le disait tout à l'heure, tout le monde est connecté, et il serait difficile, sauf à vivre en plein milieu de la Nouvelle-Guinée, Papouasie, et encore, je ne sais pas, de trouver quelqu'un dont un objet ne serait pas susceptible, finalement, d'être compromis par un virus quelconque, et qui ne viendrait pas affecter son exploitation. Cette précision étant faite, il y a peut-être deux aspects dans le cyber. Il y a ce qui va être vraiment l'attaque informatique, et cette particularité, me semble-t-il, de l'attaque en plus qui viserait les réseaux sociaux et autres, et donc l'image de l'entreprise et la e-réputation.
que je mets d'un côté. Et ensuite, tout ce qui va être finalement de la gestion d'apparence classique de sinistre, mais qui va être influencé par l'informatique. Pour le premier volet qui est qu'est-ce qu'on fait finalement dans le préjudice dans une attaque, on va imaginer une activité où on parle beaucoup de flux. Vous aurez suivi, parce que j'y vais jeudi prochain avec les deux rappeurs qui se sont tapés dessus dans l'aéroport. Le jour même, on avait 800 000 tweets retentés partout. Bon, la question se pose aujourd'hui qu'on se posera, finalement, quelle est l'atteinte? Alors, commercialement, certains ont certainement fait un peu d'argent, mais d'autres ont vu leur image écornée par cela. Comment on peut apprécier aujourd'hui ce qu'est l'atteinte à l'e-réputation? Et c'est une véritable difficulté parce que je pense qu'effectivement, dans beaucoup de polices, finalement, les volets sont là, et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore la maturité pour pouvoir les appliquer, parce que je pense que toutes ces choses-là vont être très difficiles à matérialiser. Et effectivement, c'est une nouvelle conception. Plus généralement, parce que, alors il y a un projet de responsabilité civile d'ordonnance qui va changer, et il faut regretter encore une fois qu'on va caractériser ce que c'est que le préjudice matériel, pas immatériel, et ça veut dire que heureusement pour nous et les experts, on a encore beaucoup de travail, puisque c'est une matière finalement où tout est encore à construire et à découvrir. Sur les préjudices plus classiques, là on est plus sur, on parlait aussi tout à l'heure, de la gestion des données et le temps de développement de ces objets, les objets connectés par exemple qui sont tous développés auprès de Sigfox et des choses comme ça. En fait, demain, si j'ai un industriel qui vient à périr dans un incendie, la première question qu'on va avoir pour certains, c'est de se dire, bah, tiens, comment je fais pour ce qu'est ma donnée? Est-ce que dans 2, 3 ans, 4 ans, 10 ans, qui est la durée normale d'une expertise judiciaire, j'aurai encore la donnée? Est-ce que j'aurai la personne susceptible de savoir où on l'a stockée? Parce que c'est pas tout de la stocker, encore faut-il savoir véritablement l'exploiter. Enfin, on voit qu'il y a toutes les habitudes qui ne sont pas forcément appréhendées, notamment, alors ça va plus par le judiciaire, parce que le délai judiciaire était déjà très long, mais aujourd'hui, il est totalement, on va dire, décalé par rapport à ce qui existe de l'urgence d'un cyber, où je crois que si vous avez un risque cyber, même si on le découvre très tardivement, il faudrait pouvoir agir dans les 24 heures. Trouver un magistrat de permanence qui vous signe une ordonnance un vendredi à 16h, je pense que grosso modo, soit vous aviez déjà prévu l'attaque avant, ou soit vous l'aurez 10 jours plus tard. Donc c'est aujourd'hui des nouvelles contraintes, et là aussi, je pense qu'il y aura des modifications assez importantes sur la manière dont on appréhende ça. La question de la responsabilité, aujourd'hui, on peut réfléchir sur qu'elle serait demain dans un monde connecté? On l'a vu avec la RGPD, on le disait tout à l'heure, déjà la notion même de responsabilité tend, on le sait déjà le mouvement, mais tend à disparaître devant la nécessité de trouver un patrimoine responsable. En bref, on ne tombe pas un œuf. Donc, il y a un peu de ça quand même. Et il est vrai que si on prend une autre législation qui vient de sortir, mais qui est très proche, c'est sur le secret des affaires. En fait, toutes ces réglementations qui sont plus dans la compliance, donc c'est un process visant à, on voit bien que finalement, on va vous reprocher non pas sur la responsabilité d'avoir fait, non pas sur la responsabilité même de ne pas avoir fait, ce qui est un débat d'il y a 30 ans, mais plus finalement dans la responsabilité de ne pas avoir anticipé qu'il aurait fallu mettre des process pour le faire. Et on va, dans la loi, fixer finalement des responsables. Dans le droit de la construction, on en parlait pour le BIM, il est vraisemblable que, même si vous êtes demain le BIM manager, et que vous avez aidé à faire la conception de maître d'œuvre, le responsable sera le maître d'œuvre parce qu'il est facilement identifiable. Et puis après, qu'importe pour lui. Demain, pour tous ces autres métiers, on va avoir, à mon avis, des responsabilités un peu automatiques, ce qui sera effectivement un peu difficile pour ces métiers-là. Ils vont avoir besoin de vraiment cerner non pas les clauses de responsabilité habituelles, mais plus le périmètre de leurs interventions. On va redécouvrir le contrat, quoi. Alors justement, le contrat d'assurance, il est aussi censé se déclencher avec l'existence d'un aléa. Est-ce que là-dessus aussi, il y a une évolution à envisager? Alors on sait, pour ne pas refaire les débats, mais on sait que l'actualité jurisprudentielle des 4 dernières années en matière de faute volontaire, faute dolosive et autres nous a donné à peu près tout ce qu'on voulait avoir. Donc aujourd'hui, la faute volontaire, j'ai voulu le dommage. Donc c'est les attaques terroristes, c'est une attaque cyber, si jamais éventuellement certains pourraient imaginer qu'éventuellement ils ont vraiment voulu le dommage. Il y a la faute dolosive, et la faute dolosive, à mon avis, va beaucoup nous intéresser. Puisque dans la faute dolosive, c'est je voulais un dommage, mais pas forcément, enfin je voulais nuire, mais sans intention d'un dommage. Au rebours, comme dirait l'autre,
comme on voit qu'aujourd'hui les obligations de protection, notamment au titre de la RGPD, lorsque finalement, j'en ai pas fait exprès, moi victime, on se demande si j'ai pas fait de sorte que un jour ça me tombe dessus. J'avais une mise à jour très chère d'un logiciel, je trouvais qu'a priori je l'aurais pas payé, je suis une petite entreprise et que ça va me faire très compliqué. Comme on me dit aujourd'hui que je dois faire mes best efforts pour faire quelque chose, j'ai pas mis tout à fait la mise à jour et manque de chance, j'étais le nœud de communication pour des autres informations. Et par ce biais-là, on a accédé à des informations confidentielles. Je suis un gros constructeur, j'ai beaucoup de chantiers dans l'industrie et je vais par le biais rentrer par là pour coopter les informations de mes clients finaux qui m'intéressent. Quand l'assureur va arriver et qu'on lui aura dit que c'est 50 ou 100 000 euros, je pense qu'il pourra dire, bon, on verra. Le jour où le premier dossier ou le troisième dossier viendra et que la limite de garantie sera atteinte une fois, puis qu'un troisième, etc., je pense que chacun, naturellement, aura l'idée de se dire qu'il y en a certains qui ont un peu exagéré. C'est là qu'on verra, effectivement, est-ce qu'on ne peut pas considérer que, de temps en temps, certains n'avaient pas une obligation et autres. On regardera dans les polices, et puis on aura des garanties tout risque sauf. On ira regarder des clauses d'exclusion qui seront par définition ni formelles ni limitées, pour la simple et bonne raison qu'entre le moment où on aura pensé à la rédaction et le moment où on l'aura faite, les méthodes auront changé. Donc tous les garanties tout risque risquent de sauter, et puis après on a du péril dénommé, et comme on n'y comprendra rien, et qu'on fera du cumul d'assurance avec l'assurance dommage d'un côté et l'assurance bris de machine de l'autre, je pense qu'effectivement, je pense qu'on est vraiment là où on va redécouvrir qu'il y a des contrats et qu'un contrat de temps en temps, ça doit dire quelque chose. C'est une très bonne nouvelle pour nous, mais voilà. Et au fond, le sinistre, ça reste soit un accident, soit un acte de malveillance. Au fond, on est bien dans un univers que l'on connaît aujourd'hui. C'est la matière qui a changé, on va dire. Je ne suis pas technique, mais là-dessus, de toute façon, ce sera forcément la conjonction de tout, puisque pour éviter l'attaque cyber, on pourrait dire à la limite, je débranche tout. Bon. Mais on sait que souvent, c'est le risque humain. Je pense qu'il sera difficile de ne jamais trouver à un moment ou à un autre une erreur humaine, une imprudence à l'origine d'une attaque. Donc on pourra toujours trouver comme c'était effectivement avant, oui. Pour la zapette. La zapette. Pardon. Oui. Alors vous avez vu par ordre d'apparition Maxime Vroman d'AIG, que j'ai peut-être passé un peu rapidement dans la présentation, expert sinistre, cybersinistre et ligne financière. Dans l'ordre d'apparition, ensuite, Xavier Marchand, avocat du cabinet Caractère, c'est quand même important. Et dans quelques instants, c'est Benoît Léger-Derville, spécialiste cybersécurité du réseau XI+, qui va intervenir. Aujourd'hui, se protéger d'une attaque, c'est quand même un bon mot de passe. Et on entend tellement dire de choses sur le mot de passe. Il semblerait qu'aujourd'hui, le mot de passe puisse être facilement craqué. Je vous le propose en vidéo. Alors, c'est en anglais, mais je suis persuadé que vous allez comprendre si ça marche, si ça apparaît à l'écran. C'est une émission des plus célèbres. Bon, l'image n'a pas... C'est une des émissions les plus célèbres aux États-Unis. C'est le Jimmy Kimmel Live. Et puis, il envoie ses journalistes dans la rue et leur demande tout simplement mais vous, c'est quoi votre mot de passe pour accéder sur votre ordinateur? Et que croyez-vous qu'il se passe? Si on peut le voir, c'est super. C'est surtout très drôle. Ah, la vidéo là en direct. Et sinon, on passera à autre chose. Mais Yann, justement, en attendant le lancement de la vidéo, moi j'avais un exemple qui était intéressant aussi d'une société qui avait mis une clé USB à la cafétéria et qui avait mis Vacances Léa. Et donc, ils voulaient se rendre compte de qui allait prendre la clé USB et la brancher sur son ordinateur, alors soit par simple curiosité ou pas. Et ils avaient mis un faux virus dedans. Donc là, ça montre aussi qu'il y a tout un travail en amont à faire. D'éducation à faire de chaque citoyen et de chaque professionnel. Bon, on regarde en image notre... Obama travaille sur une loi, donc... the safety and privacy of their information than ever. President Obama
has unveiled a number of new proposals this week to crack down on hackers, and he plans to address this in the State of the Union speech on Tuesday. And it's great that the government is working on this, but the truth of the matter is we need to do a better job of protecting ourselves. You know, the most popular password in the United States is password 123. And as long as that's the case, we're vulnerable. So today we sent a camera out on the Hollywood Boulevard to help people by asking them to tell us their password. And this is how that went. We're talking about cybersecurity today and how safe people's passwords are. What is one of your online passwords currently? It is my dog's name and the year I graduated from high school. Oh, what kind of dog do you have? I have a Chihuahua Papillon. And what's its name? Jameson. Jameson. And where'd you go to school? I went to school back in Greensburg, Pennsylvania. What school? Hempfield Area Senior High School. Oh, when did you graduate? In 2009. Oh, great. It's like my cat's name and then just like a random number. Okay. Have you had this cat for a while? Yeah, she's my childhood pet. Aw. And what's her name? Her name is Jolie. Jolie. So like a password of yours would be Jolie and then a number. Yeah. Like number 1? Like my birthday, Oh, when is your birthday? June 12th. Oh, nice. And what year were you born? 95. Oh, great. So Jolie, 6, 12, 95. Yes. Got it. So you mean to give my password right now? No, I cannot do that. But we all want to know what it is so we can tell you if it's strong or not. Oh my goodness. Let me think. Okay, one is Tel Aviv. Yeah. 4, 6, 8, and then Israel. It's only 3, but it's, you know, it's for me it's strong enough. Ireland, 1, 2, 3, 4. Gemma, 1, 2, 3. Spelled G-E-M-M-A. Well, most of them are Italian. Oh, beautiful. Yeah. Like so what? Like what's a good Italian password? my grandma's name. What's your grandma's name? Maria. Maria. So Maria is your password? Oh yeah, now you know my password. Oh yeah. Yeah. Well, the important thing is they learned a terrible lesson. Bon, alors un spécialiste de la cybersécurité. Il faut changer son mot de passe ou quoi? L'écueil du... Alors il y a des phrases cyniques après 20 ans de sécurité informatique, il y a des phrases cyniques. La première, elle vient de la haute autorité française, l'ANSSI, qui dit on a les attaques qu'on mérite. Et voilà, le password, on sait que c'est un échec depuis longtemps. Pour faire court, c'est assez simple à comprendre, hein. Soit le mot de passe est facile et tous ceux qui ont été énoncés peuvent se retrouver dans ce qu'on appelle des dictionnaires. Donc tout consultant pentester qui réalise des tests d'intrusion a un bon dictionnaire de password. Aujourd'hui, l'un des meilleurs dictionnaires de password contient il provient d'une vieille attaque d'un site qui s'appelait Rockyu. C'est le dictionnaire Rockyu. Il contient 50 millions de passwords avec le plus commun, le password 1, 2, 3. Et ensuite, on vient mixer ça avec derrière, vous mettez des suffixes, des préfixes numériques. Et voilà, ça fait partie de l'arsenal du consultant et du pentester. Soit le mot de passe est trop facile et est dans un dictionnaire, soit il est trop compliqué et l'utilisateur ne peut pas le retenir. C'est donc l'échec du mot de passe. Bon, il y aurait beaucoup à dire, vous l'avez vu, hein, le post-it qui est en dessous du clavier ou tous ceux qui sont affichés sur les portes ou tout simplement, voilà, le mot de passe, il suffit de le demander. Il y a quand même aujourd'hui des changements, il y a peut-être qu'on va se retourner vers le professeur Genesta, parce qu'il y a de la recherche qui essaye de sortir du mot de passe. Vous savez, on parle dans l'authentification, pour finir, parce que le mot de passe sert à quoi? C'est ce qu'on appelle un moyen d'authentification. On cherche à savoir si la personne qui veut accéder à un système est bien légitime. On a trouvé le mot de passe, c'est bien pratique. Il y a d'autres moyens d'authentification, on les connaît. Le mot de passe, c'est ce que l'on sait. Il y a ce que l'on possède, ce qu'on appelle un token, donc ce sont des appareils plus ou moins compliqués qui prennent la forme USB ou autre. Et puis il y a des choses innovantes, il y a ce qu'on peut être, c'est tout l'arsenal de la biométrie. Donc là, vous n'avez pas à savoir, vous n'avez pas à posséder un objet, ça va de l'empreinte digitale au réseau veineux sous-cutané pour des choses complexes et moins connues. Et puis, vous avez une recherche qui débouchera sans doute, c'est par exemple ce que l'on sait faire, mais dont on n'a pas forcément conscience.
Donc il y a pas mal de travaux qui sont prometteurs. On vous demande de taper un certain nombre de séquences, pas forcément exactement déterminées, mais l'appareil est capable de savoir que c'est vous savez faire cette séquence, mais vous n'êtes pas capable consciemment de la dire. Bon, voilà. Avant qu'on aille un peu plus loin sur les scénarios d'attaque et puis comment ça a évolué la sécurité, Jean-Gabriel, vous voulez réagir sur quelques secondes ? Ça a été très clairement exposé. C'est-à-dire qu'effectivement, on connaît tous les faiblesses des mots de passe qui exigent de chacun une mémoire prodigieuse, bien sûr, que personne n'a. Donc on est obligé de les stocker sur des fichiers. Enfin, dans le meilleur des cas, parce que ça veut dire que ce sont des bons mots de passe. Sinon, les fichiers eux-mêmes, il faut les protéger. Et donc, je veux dire, on se retrouve dans des situations extrêmement difficiles. Et sinon, effectivement, il y a un croisement de différentes choses. Et la biométrie, ça pose des problèmes, la biométrie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que l'empreinte digitale, ce soit quelque chose d'absolu, parce qu'on peut faire des moulages d'empreintes digitales, on peut faire des vols d'empreintes, il peut y avoir la reconnaissance faciale. Mais c'est vrai que si on croise plusieurs choses, c'est-à-dire à la fois un mot de passe plus la reconnaissance faciale, bon, ça commence déjà à être pas mal. Mais bon, après, il y a des questions de récupération, parce que... si on a un accident de voiture, on va avoir une tête Veuillez un peu vous bizarre. identifier. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'est effectivement une question dont on ne sort pas. Mais c'est vrai qu'il va falloir, je crois, dans les années qui viennent, alors on l'a dit tout à l'heure, éduquer. Je crois que c'est vraiment important. Éduquer à se protéger, mais aussi éduquer à ne pas s'exposer trop. Et là, il y a quand même tout un tas de mesures assez simples qu'on peut conseiller sur les informations qu'on laisse publiques, sur la façon dont on protège un certain nombre de fichiers, etc. Donc mais c'est vrai que l'observation des usages de la majorité de la population est tout à fait désarmante de ce point de vue-là, parce que c'est... Benoît, comment a évolué le paradigme aujourd'hui de la cybersécurité ? Oui, peut-être ici, alors j'allais dire, qu'est-ce que vous faisiez pour pas utiliser un terme un peu plus familier, je m'adresse aux assureurs. Qu'est-ce que vous faisiez toutes ces 20 dernières années ? Parce que on va parler de hacking, on va revenir sur 22 ans de hacking en toute tranquillité. C'est un mot aujourd'hui, cybersécurité, qui est né il y a 2-3 ans. Mais avant, on faisait tout simplement de la sécurité informatique. Et moi, qui ai presque 20 ans d'audit dans la sécurité informatique, eh bien, de très nombreuses fois, on a parlé du mot assurance. Alors, le mot sinistre n'existe pas dans les cercles de la sécurité. Il commence à exister. J'entends que certains disent aujourd'hui, ça y est, les sinistres se déclenchent, mais il est encore très étranger. On ne parle pas de sinistre, on parle toujours d'attaque. Qu'est-ce que vous faisiez pendant 20 ans ? Il est temps aujourd'hui d'offrir des contrats de cybersécurité. Alors on va peut-être illustrer ça. Voilà, ça sont des affiches. Peut-être tout à l'heure, il y a des films à regarder sur 20 ans de hacking. Je ne sais pas qui aujourd'hui s'est donné le temps de voir cet excellent reportage Gérodez. On va en reparler. Voilà, il n'y a plus de secteur épargné. On va revenir peut-être très proche du bâtiment et de la construction tout à l'heure. Tous nos assurés sont concernés aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a pas. Voilà, il y a peu de. Même une boulangerie, pâtisserie modeste, aura aujourd'hui l'obligation de connecter ses caisses, d'avoir des comptas de plus en plus connectés. Donc il y a peu de secteurs. Le terme consacré, un des domaines très importants, c'est le mot de SCADA. Pour ceux qui l'ont déjà entendu, il n'y a pas que le système d'information d'une entreprise, il y a ce qu'on appelle les systèmes industriels. C'est aussi vieux que l'informatique, et malheureusement, si les cas de mort ne sont pas encore au devant de l'actualité, on va quand même égrener un certain nombre de choses qui existent et qui se sont déroulées il y a déjà 10 ans. Donc ça n'est pas à venir, c'est tout ce qu'on va égrener, c'est le passé. C'est un des exemples, un exemple modeste. On revient sur les ransomware. C'est une hydrolienne à Ouessant. Voilà, alors les dommages ne sont pas délirants. Elle a été stoppée pendant 15 jours et c'est simplement
qui s'est installé sur un matériel, donc un classique firewall qui n'était pas correctement configuré et qui a empêché l'hydrolienne de communiquer avec son satellite. Voilà. Il y a évidemment beaucoup plus grave. Je vous invite, on va pas trop perdre de temps. Il y a de très belles fiches qui sont faites. Vous irez voir sur le site du CLUSIF. On vous les mettra à disposition. Voilà. Combien de situations Club des utilisateurs de sécurité informatique en France, qui a fait, ça c'est une étude de 2017, et qui référence les grands incidents, les grandes attaques SCADA. Vous voyez, aucun secteur, je ne sais pas si vous arrivez à voir, aucun secteur n'est épargné au assainissement, donc déversement d'eau usagée. Ce sont des attaques, ce sont des systèmes qui ne sont pas mis à jour, qui sont obsolètes. En Pologne, déraillement de 4 tramways, 12 blessés légers. Voilà, on a eu les nôtres. Il faut remonter en 2009. Le ver Conficker, on parle beaucoup de WannaCry et Petya. Conficker, c'était le nom d'un virus informatique. Certains supposent que dans certains hôpitaux, des matériels se sont arrêtés de fonctionner et peut-être on peut considérer que la charge était létale. Dans la santé, voilà, des ruptures de capteurs, on parlait tout à l'heure de diabète. Eh bien, vous avez un cas dans ces fiches, vous irez voir, de dosage d'insuline, un petit matériel transporté qui a été attaqué. Voilà. Je vois qu'il y a un cas, nous avons parmi nous un représentant de Dronotech, qui est notre partenaire pour établir de l'expertise assistée par drone. Je vois qu'il y a détournement d'un drone de reconnaissance, donc effectivement, tout est sujet à attention et à vigilance. Exactement, on peut même relier ça, alors c'est pas le sujet, mais on peut parler un peu, quand je disais qu'est-ce que vous faisiez pendant 20 ans, vous les assureurs, le monde de la sécurité vous attend avec impatience, elle a besoin de ça aussi, ça ne résoudra pas tout, mais c'est fondamental. Aujourd'hui, les entreprises ont fait des analyses de risque, on va voir les doctrines de sécurité, mais il leur faut aussi cet arsenal de cybersécurité, il y a tout à faire. Peut-être le cas le plus emblématique, si vous n'en avez pas entendu parler, il faut vraiment aller vers Stuxnet, même si voilà, on touche, c'est la partie immergée de l'iceberg de la cyberguerre, qui démarre sans doute dans ces années-là, en 2009-2010. Ça, c'est l'attaque en 2010. On l'a connu par des artefacts. C'est la propagation d'un virus informatique dont l'objectif était de ralentir, l'objectif avéré, de ralentir l'enrichissement nucléaire iranien de 2 centrales, Natanz et Bushehr, et qui a au moins, ça a au moins fonctionné, le sabotage a au moins fonctionné pendant 6 mois. C'est une attaque conjuguée des Américains et d'Israël. C'est sans doute l'apogée de ce qu'on peut faire de mieux en matière de hacking. C'est 2010, c'est sans doute élaboré depuis 2008-2009, pas mal d'équipes. Si vous voulez voir ça, je vous indiquerai le reportage. Il y a un très beau reportage qui a été fait par des journalistes à Washington, tout à fait sérieux, qui remonte cette histoire. Vous verrez, c'est tout à fait impressionnant. Vous y retrouvez tout l'arsenal du hacker, ce qu'on appelle les zero days. Donc ce sont des exploits de vulnérabilité de systèmes d'information qui ne sont pas connus. Et puis surtout un sabotage intelligent, c'est-à-dire que pendant 6 mois ou 9 mois, les ingénieurs iraniens de la centrale voyaient des systèmes fonctionner tout à fait normalement. Le sabotage était derrière. Donc il faut savoir que voilà, tout ça, c'est pas un problème pour des hackers. Sans faire un scénario trop catastrophique, mais on peut se dire aujourd'hui les secteurs stratégiques sont la cible potentielle de cyberattaques, mais qu'au fond, après, ça va devenir de plus en plus simple. Ou est-ce qu'au contraire, on peut espérer que les niveaux de sécurité vont aller suffisamment vite pour enrayer ? C'est très difficile de répondre à cette question, c'est très difficile. Il faut s'en préoccuper. L'assurance est un des éléments qui va permettre de consolider le tout, de rassurer, d'aider. Aujourd'hui, je vous le redis, je vais prendre d'autres termes, les entreprises ont passé les 20 dernières années à faire des PRA et des PCA, des plans de reprise d'activité, des plans de continuité d'activité. Il faut que l'assurance vienne là-dedans aussi. C'est un des éléments fondamentaux. Et peut-être pour vous donner quelques clés techniques rapidement, qu'est-ce que c'est que le hacking ? Parce que voilà, on en a parlé tout à l'heure en première table ronde. Pourquoi des hackers peuvent prendre aussi facilement la main sur des systèmes ?
mais pas tous les systèmes. On a dit, en faisant de la sécurité by design, dès la conception, on pouvait peut-être avoir l'espoir de résister. C'est le cas. Il y a des systèmes qui résistent bien, ce sont des moyens considérables. Le hacking, c'est une illustration, je ne sais pas si on voit bien l'image. Vous avez une route avec une barrière, un contrôle d'accès, mais voilà, vous n'avez rien autour. Donc c'est souvent ça, hein, le hacking, c'est chercher, voilà, vous avez une belle porte blindée, mais il n'y a pas de mur, et donc ça, vous ne le savez pas, mais le hacker le sait. Hein, dans les attaques, regardez le travail qu'a fait l'ANSSI sur l'attaque de TV5 Monde, donc une cyberattaque terroriste. TV5 Monde est empêché de diffuser pendant plus de 48 heures, et un défaçage pendant quelques heures avec des images de propagande djihadiste. Le hacker, quand il est dans votre système, il le connaît mieux que vous et beaucoup plus vite. Donc croire encore dans les structures qu'une DSI, une direction de système d'information, connaît son système d'information, ça fait rire depuis 20 ans les hackers. Ils en savent plus avec 2 heures d'énumération et de scan intensif que bien des DSI. Il faut mettre à jour son firewall alors? Exactement. Il faut mettre à jour son firewall et quand on le met à jour, voilà ce qui se passe. Je lance. C'est comme la vôtre, Yann, ça fonctionne pas. C'est une attaque. On a été hacké sur nos vidéos. C'est pas très grave. On va passer à la suivante. Bon, la petite vidéo vous montre juste que voilà, souvent on fait beaucoup d'efforts pour configurer des moyens de défense et on est surpris par la facilité avec laquelle tout ça tombe, il suffit de peu de choses. Alors d'où est-ce que ça vient? Parce que ça peut paraître, pour des personnes qui ne sont pas des informaticiens, comment est-il possible de prendre des systèmes sur lesquels tant de monde a passé, tant de temps, et sur lesquels on a mis autant de moyens? Il faut remonter, il y a 22 ans, un certain Aleph One qui est un nom évidemment d'avatar, de la personne qui est là. On peut retrouver la vidéo où il s'exprime en 1996 dans un des premiers cybercafés en Californie. Bien sûr, le hacking et les hackers existent depuis bien longtemps, ils existent depuis le début de l'informatique. Mais par exemple, Aleph One est emblématique, il va formaliser pour la première fois dans un papier qui existe là et qui s'appelle Smash the Stack for Fun and Profit, donc écrasement de la pile pour Fun and Profit, et il va à l'intérieur mettre tous les canons de la manière de hacker un processeur qui tourne. Et je dirais qu'aujourd'hui, malgré toutes les techniques qui ont été inventées, on ne va pas en parler, ce n'est pas le sujet ici, c'est toujours les mêmes principes. Si vous avez quelque part un appareil qui fait tourner un processeur, une CPU, un Central Process Unit avec de la mémoire, fondamentalement, les processeurs fonctionnent toujours de la même manière depuis largement plus de 20 ans. Et malgré toutes les parades qu'on a inventées, les canaries, la SLR, toutes les défenses, c'est toujours les mêmes principes qui expliquent les hackers. Donc on arrive en mettant des moyens, à retarder, en faisant beaucoup de tests, en simulant. Donc ça va être vraiment des questions de moyens. Certaines entreprises le font avec grande réussite. Mais potentiellement, ce que disait Sébastien Gueria sur votre première table ronde, quelqu'un qui passera pas de temps à faire des tests et à sécuriser son système sera prenable tout de suite. Alors, quand même, ça fait 20 ans et plus de 30 ans que les entreprises le savent. Qu'est-ce qu'elles font? C'est vous redonner les 4 doctrines peut-être pour que vous sachiez ce qui est fait quand même. Quand vous allez assurer des structures, que font-elles depuis 20 ans? Elles ne vous ont pas attendu, je l'ai dit tout à l'heure. Au début, ce qu'elles ont fait, c'était de la sécurité périmétrique. Première doctrine, sécurité périmétrique. Vous avez un cercle autour de votre système d'info. C'est l'ère du firewall. Tout repose sur le firewall. Donc on dit, écoute, le DSI au COMEX, on vient de redonner 0,5% cette année. Qu'est-ce que tu fous? Tu nous mets du firewall. Le problème, c'est qu'avec cette doctrine, quand le hacker était rentré, il était chez lui et c'était fini. Donc on est rentré dans une deuxième phase, la doctrine de la défense en profondeur. On s'est dit, le hacker est passé à travers les firewalls, à travers le cercle, le périmètre. Il est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de le ralentir. Donc on vient
sécuriser chacun des composants. Donc c'est l'ère de l'antivirus sur le poste client. On va essayer de faire en sorte que quand le hacker a pénétré et rentré dans la zone de périmètre, eh bien, il ait du mal à extraire des informations, où il puisse difficilement rebondir d'un serveur à un poste client, à des ressources, etc. C'est l'ère de la sécurité en profondeur, avec tout un tas de systèmes très compliqués. On va passer rapidement. On s'est aperçu que les limites, évidemment, de ça existaient, et que finalement, peut-être l'important était de passer dans la doctrine d'une sécurité plus réactive. Quand on s'est aperçu qu'avec de gros moyens de défense en profondeur, eh bien chez Areva, pendant 3 ans et demi, les Chinois, ou Ariane Espace, pendant 1 an et demi, les Chinois se baladaient dans les systèmes d'info, on a dit, OK, nous, ce qu'on veut maintenant, on s'en fout, on veut le savoir le plus tôt possible. Voilà. Donc c'est l'ère aujourd'hui, c'est l'ère dans laquelle nous sommes, c'est le SOC, le Security Operations Center. Vous allez vous adresser à des prestataires spécialistes qui vont vous offrir le service ou la promesse de détecter les intrusions au plus tôt. Voilà. On sait qu'on va... Voilà, il y a aussi une autre phrase cynique de l'ANSSI qui dit qu'il y a 2 types d'entreprises en France. Il y a les entreprises qui sont attaquées et qui le savent, et les entreprises qui se sont fait attaquer et qui ne le savent pas encore. Donc le SOC, c'est vous donner les moyens de le savoir le plus vite possible et de réagir et de ne plus laisser les personnes chez elles. Et puis peut-être demain, c'est un mot un peu marketing, un peu fort, cyber-résilience. On peut terminer là-dessus en disant que dans l'arsenal de la cyber-résilience, c'est des campagnes de communication bien faites. Voilà, le mot de passe, ne donnez pas votre mot de passe dans la rue, même en anglais, c'est pareil en fait. Évitez de tout mettre dans la technique, faites de la réactivité et puis avoir en bas une assurance cyber et les bonnes pratiques habituelles de sécurité informatique. Je vais en rester là. Voilà Si vous pouvez regarder ce reportage, vous le trouverez facilement sur Internet, pas la peine d'aller sur le dark web, ce sera plus facile. Et puis peut-être aussi, on parlait tout à l'heure de notre ami Snowden, il y a le film un peu plus romancé, mais vous avez surtout l'excellent film de Laura Poitras, qui sont les images réelles de Snowden lorsqu'il divulgue les éléments qu'il a exfiltrés de la NSA. Merci. Maxime, aujourd'hui, avoir une souscription, il y a un travail d'audit quand même sur le niveau de sécurité, ce qui est fait, ou ça dépend de l'enjeu, ça dépend de la taille de l'entreprise. Comment c'est approché cette partie souscription ? Ouais. Au moment de la souscription, il y a toujours, pour tout risque, il y a un questionnaire de souscription, il y a des réunions qui sont faites entre nos experts et puis les DSI des différentes sociétés. Donc il y a une question. Après, maintenant, est-ce que les réponses sont transparentes, etc. On ne va pas aller dans le système vérifier tout ça, mais il y a toujours des réunions de pré-souscription qui sont faites. Après, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que il y a l'attaque cyber et ses risques associés qui peuvent être couverts, mais il y a aussi, moi, ce que j'appelle les risques collatéraux, avec une véritable prise de conscience, par exemple, des dirigeants ou des membres du COMEX, de la nécessité de souscrire un contrat d'assurance, parce qu'on a vu, par exemple, dans le cas de Target, aux États-Unis, ils ont été victimes d'une attaque, il n'y avait pas de souscription d'un contrat d'assurance, et la responsabilité de certains dirigeants ont été mis en cause. Donc, oui, à un moment T, on a le risque cyber et ses conséquences, mais on peut avoir aussi des risques collatéraux. Il y a certaines sociétés qui ne disposaient pas, ou qui n'avaient pas souscrit de contrat d'assurance et qui ont mis la clé sous la porte. Donc il y a une véritable conscience de ça. On le sent dans les travaux de cet après-midi, il y a un énorme impact potentiel sur l'humain et sur les métiers de la gestion de sinistres. Ça nécessite un niveau de préparation au-delà du niveau de sécurité informatique à mettre à jour, à mettre à niveau. Alors Aurélie, je voudrais maintenant qu'on rentre dans
la partie plutôt humaine, d'abord dans l'expérience client de la gestion d'un sinistre dans un monde connecté, et puis également que l'on puisse regarder comment on gère, quelles sont peut-être les nouvelles caractéristiques nécessaires pour gérer efficacement un sinistre de type cyber. On discutera avec Maxime aussi sur le sujet, et puis Xavier. Bonjour à tous. Donc moi, j'appartiens à la société Aviva, qui est un groupe en fait d'assurance qui fait partie donc des principaux acteurs du marché. On est à peu près 14 pays avec 33 millions de clients. Et j'appartiens justement à la direction des services clients. J'ai eu une expérience internationale, donc je vais pouvoir vous en parler plus en amont pour échanger sur la partie expérience client. Donc moi, je suis en charge de la R&D relations clients. Alors c'est un titre qui commence à émerger en fait au niveau de l'assurance. En fait, c'est un mixte entre de l'innovation que j'applique en fait sur la partie expérience client, et en même temps, je fais des analyses sur les données clients, parce que je me suis rendu compte en fait que on a des équipes de predictive analytics qui font du travail en fait ils croisent en fait des informations, des données avec des bases externes. Et en fait, tout l'intérêt, c'est de capitaliser d'abord sur nos données en interne. Et c'est vrai qu'on a des mines d'informations qu'on n'exploite pas et qui nous permettent en fait d'avoir beaucoup plus de connaissances clients et d'améliorer du coup, in fine, la partie expérience client. Donc moi, j'œuvre en tant qu'intrapreneur chez Aviva. Donc ça me permet en fait d'avoir une certaine liberté sur de la phase d'idéation du projet jusqu'à l'industrialisation. Donc j'ai pris l'exemple en fait de la maison connectée, puisque quand on regarde en fait la maturité de ce marché, c'est celui qui est le plus en phase avec les attentes des Français. Sur la partie santé connectée, voiture connectée, on n'est pas encore mature sur ces technologies-là. Par contre, sur la maison connectée, notamment la domotique, en fait, qui n'a pas un thermostat connecté ou alors des radiateurs connectés, des ampoules connectées. Avec votre smartphone, vous avez une véritable j'allais dire comment vous dites, télécommande en fait, qui vous permet de fermer vos volets à distance, d'avoir une caméra à distance pour surveiller votre maison, avec des applications gratuites, etc. Donc c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser. Surveillance de la maison, je pense que c'est aussi un marché qui explose. Exactement. Ouais. Et en fait, on se rend compte que la maison connectée, eh bien, c'est un vrai sujet, parce que derrière, vous avez des objets, notamment ceux-ci, qui vous permettent en fait d'avoir accès à une mine d'informations au sein de votre domicile, et donc d'adapter votre chauffage, d'adapter votre consommation électrique pour faire des économies, etc. Et en fait, ces données-là permettent d'améliorer la connaissance qu'on a de nos environnements respectifs au quotidien, de nos habitudes, et donc d'améliorer l'expérience client. Donc c'est vraiment quelque chose qui représente une réelle opportunité en fait pour les entreprises d'avoir ce type d'informations. Donc là, je vais vous parler un peu plus du sinistre. Donc je pars du déclaratif vers l'analyse comportementale. En fait, le sinistre, pour un assuré, c'est un moment clé et un moment de vérité. C'est à ce moment-là qu'il attend l'indemnisation qu'il souhaite suite justement au paiement de sa prime. Donc, en fait, c'est le moment pour l'assureur de montrer que c'est son cœur de métier et qu'il doit être bon en fait à ce moment-là et offrir la meilleure expérience client possible pour fidéliser son client au mieux. Si on prend une image, je vais sur un site de réservation d'hôtel, je vois les images quelque part, et puis le lendemain, quelques jours plus tard, quelques semaines, quelques mois plus tard, je me réveille, je suis dans la chambre d'hôtel. Et là, j'ai fait mon expérience. Exactement. De résident de l'hôtel. C'est un peu ça. Dans l'esprit. Et là, je peux dire, on peut me demander si c'est 1 étoile ou 5 étoiles. Voilà. Et donc en fait, on se rend compte que tout ce processus en fait de gestion de sinistre, c'est un processus quand même assez déclaratif, où on demande en fait à l'assuré de décrire sa situation, tout ce qui l'irrite en fait, et donc du coup, c'est pas vraiment le meilleur moment pour avoir au début un meilleur retour. Donc c'est pour ça que l'expérience que l'assureur va offrir, sa proactivité, sa rapidité dans la solution qu'il va offrir à la problématique du client. C'est à ce moment-là en fait qu'on va se rendre compte que on a fait le bon choix d'aller chez tel ou tel assureur. Et vu la complexité des process qu'on a en interne chez nous, toute cette cuisine interne, il ne faut pas la montrer aux clients, et c'est là
qu'on intervient pour simplifier l'expérience client, pour essayer d'améliorer la connaissance qu'on a de nos clients, pour essayer de faire de la prévention de risques. C'est vraiment l'enjeu, je pense, de demain, de pouvoir essayer de faire de la prévention par l'analytics et donc d'essayer de prévenir au mieux les risques qu'on a, de savoir donc mieux les tarifer pour pouvoir personnaliser au mieux nos offres pour nos clients. Et nos clients avec les GAFA, donc Google, Amazon, Apple, etc., sont en fait beaucoup plus exigeants, beaucoup plus informés avec le web, etc. Pour moi, c'est plus vraiment, les contraintes sont plus vraiment différenciants. C'est quelque chose qui, à terme, va être plutôt axé, la différenciation stratégique pour les grands groupes d'assurance, sur toute la partie expérience client qu'on va pouvoir leur offrir. Donc, cette immédiateté, cette rapidité, cette personnalisation, c'est vraiment les nouvelles exigences clients. Et maintenant, il n'y a plus de frontières, qu'on soit dans un secteur d'activité, assurance, bancaire, ou alors dans le bâtiment ou dans les télécoms. On a tous les mêmes exigences parce que c'est les GAFA qui nous donnent à peu près la norme et le standard des attentes clients. Donc là, je vais vous parler de nouveaux entrants sur le marché. Donc là, c'est une start-up israélo-américaine qui s'appelle Lemonade, qui a une expérience client assez particulière puisqu'elle est sur mobile. Elle a beaucoup d'intelligence artificielle derrière et elle a vocation en fait à pousser un modèle différenciant sur le marché par rapport aux acteurs traditionnels, puisqu'en fait c'est le modèle peer-to-peer. Donc en fait c'est des particuliers qui entre eux vont s'auto-assurer et les primes qu'ils vont verser en fait vont permettre de pouvoir couvrir les sinistres des autres. Le reliquat qui reste à la fin de l'année en fait est reversé à des ONG. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y a eu plusieurs expérimentations et il y a eu une vidéo qui a été. Ils sont capables en fait d'indemniser en moins de 3 minutes. Il y a même un cas où c'était en moins de 3 secondes. 3 secondes. Oui. C'est ça. Et donc là, on arrive vraiment à une immédiateté où en tant qu'assureur, il va falloir quand même se remettre en question et puis réfléchir sur comment on peut accélérer et améliorer l'expérience qu'on propose à nos clients. Parce que ce type d'expérience, en fait, nous montre qu'il faut qu'on aille un peu plus loin dans la réflexion. C'est mieux que de la proactivité, là. Oui. On va revenir juste sur Lemonade. Il y avait, tous les mois de novembre à Londres, il y a 2 jours sur les innovations et on retrouve aujourd'hui ce type de manifestation en France. Il y avait le patron d'une des plus grandes compagnies d'assurance mondiale, certains sont dans cette salle, mais le DSI qui présentait justement l'évolution de la technologie, de l'algorithme, de l'intelligence artificielle, disait maintenant le nouveau référentiel, le nouveau standard, c'est 3 secondes. C'est-à-dire que le niveau d'exigence qu'impose aujourd'hui Lemonade, qu'il nous impose aujourd'hui, c'est ça, c'est 3 secondes. Même si on sait que c'est un cas particulier, qu'on est sur un modèle économique particulier, aujourd'hui Lemonade n'est plus seulement une start-up, ils se sont annoncés comme compagnie d'assurance aux États-Unis. Donc c'est quand même quelque chose à avoir à l'esprit. Là, dans l'instantanéité, Maxime, je pense qu'on pourrait développer, quoi. On veut être proactif, mais là on arrive quand même. C'est quand même extrême. Mais sur ça, il fonctionne. Ouais. Merci. Mais après, sur l'expérience sinistre, je vous rejoins totalement parce que la semaine dernière, je parlais avec un risque manager qui disait les contrats d'assurance en cyber se valent à peu près tous. L'attente maintenant, ça va être la gestion de sinistre derrière. Il y a vraiment, même les compagnies en prennent conscience de mettre en avant leur département sinistre. Et elle disait, moi, le choix de ma compagnie se fait par rapport à la qualité de la gestion de service de sinistre. Donc on a vraiment maintenant sur ce département-là qui est mis en avant et qui a son importance pour se différencier. L'homme, Aurélie, c'est ça en fait, l'homme avec un grand H. Oui. Alors en fait, pour se différencier, l'homme restera quand même le facteur clé de succès pour les groupes et les entreprises, parce qu'en fait, on arrive quand même à une automatisation au fur et à mesure des tâches simples qui sont confiées à des robots, qui sont confiées à de l'intelligence artificielle avec des solutions technologiques qui sont en train d'évoluer de plus en plus vite. Et on se rend compte que le fait d'avoir l'homme en ligne numéro 1 sur des tâches à valeur ajoutée, c'est ça aussi qui pourra permettre de faire la différence. Un autre aspect qui peut être différenciant, c'est la transparence.
Alors, la transparence, c'est quelque chose qui a été mis en avant par Aviva UK, donc le siège de mon entreprise à Londres. Ils ont décidé, en fait, après avoir fait une étude client, 55% des clients ne pensaient que les assureurs faisaient tout, enfin leur assureur Aviva faisait tout pour ne pas leur verser l'indemnisation attendue. Face à ce constat, ils ont donc décidé de publier publiquement les résultats qu'ils avaient au niveau de l'indemnisation des sinistres. Et donc, ils ont démontré qu'à 96%, ils indemnisaient en fait leurs clients. Et ils ont expliqué les raisons des 4% qui restaient et pourquoi c'était pas indemnisé, en montrant le nombre de dossiers, etc. Le retour est quand même assez intéressant par rapport à cette expérience. Et ça montre en fait que ça correspond vraiment à une attente client actuelle d'avoir plus de transparence. Et quand on se rend compte de l'assurance en elle-même, sur ce sur quoi on informe le grand public, je pense qu'on peut effectivement aller plus loin sur d'autres sujets. C'est quelque chose qui est assez intéressant. La deuxième aspect, c'est l'innovation. Donc l'innovation, je vous parlais tout à l'heure d'intelligence artificielle, mais effectivement, il faut pas, en tant qu'assureur, il faut absolument expérimenter. Il faut tenter des pilotes sur les nouvelles technologies. Il faut avancer. L'environnement est très changeant. C'est un challenge à la fois en interne, en termes d'organisation, de transformation, de culture, parce que effectivement, le changement, ça doit s'accompagner. Et en même temps, il y a tout un aspect qui est plus lié à l'expérience client. Et ça, effectivement, c'est les GAFA qui vont nous driver là-dessus. Et sur la partie, alors après c'était sur l'écoute. Alors je fais partie en fait d'un département qui s'appelle Voix du client et expérience des services clients. C'est quelque chose qui est en train de se monter un peu dans tous les groupes, mais qui est extrêmement important, c'est de pouvoir écouter le retour que les clients nous font. Et on apprend énormément de choses. Ça crée donc des vrais insights pour nous à remonter au niveau donc d'autres directions, et donc qui nous permettent en fait de connecter à la fois l'intelligence humaine, donc avec l'intelligence collective derrière, et toute la partie émotionnelle. Une anecdote en fait sur les écoles danoises qui enseignent aux enfants l'empathie. Et en fait, on se rend compte que effectivement, c'est quelque chose qui est crucial pour que nos services clients ou l'indemnisation, la gestion des sinistres soient différenciantes aussi. Donc c'est un des critères, à mon avis, qu'il faudra mettre en avant. Par rapport à l'intelligence artificielle, donc là deux anecdotes. La première, donc comme vous avez vu, les assistants vocaux avec les Alexa, Google Home, etc. On se rend compte en fait que l'intelligence artificielle, c'est sur l'automatisation. En fait, c'est pas l'intelligence artificielle en elle-même qui va supprimer les emplois, mais c'est l'automatisation qui en supprimera pour en faire évoluer d'autres. En 2030, Gartner annonce 85% d'emplois qui seront créés dont on ignore l'existence à ce jour. Et je pense effectivement que la partie simple de nos activités, tout ce qui est un peu automatique, enfin tout ce qui est plutôt administratif et tâches répétitives, c'est des choses en fait qu'il faut imaginer en termes de cas d'étude pour automatiser. C'est ce qu'on a entrepris nous en interne, cette démarche-là, en réflexion avec les équipes. Donc il y a à la fois de la transformation, du changement, et en même temps avec cet accompagnement, beaucoup d'apprentissage en fait de la part des équipes qui même maintenant deviennent force de proposition sur des cas d'études. Et après c'est sur la partie, excusez-moi, je vois pas bien capacité à acquérir un nouveau savoir qui vaudra, oui. Voilà, c'est peut-être l'enjeu, c'est un des enjeux oui. de cet après-midi. Et le collaborateur augmenté, les data en fait qui seront là pour augmenter la connaissance en fait des collaborateurs, qui permettra donc d'avoir un nivellement vers le haut de tous les collaborateurs, quel que soit le parcours de chacun, et en même temps d'avoir la possibilité donc d'améliorer l'expérience client in fine. Donc là, sur ce slide-là, c'est en fait la symétrie des attentions. Parce que là, on parle d'expérience client, mais il ne faut surtout pas oublier également l'expérience collaborateur en parallèle, qui est en fait l'effet miroir de l'expérience client. Si vous attendez une expérience client au top, il faut que l'expérience collaborateur en parallèle soit du même niveau. Et en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est investir sur la formation pour les collaborateurs,
Parce qu'on arrive en fait à 2020 avec l'émergence de plus en plus de soft skills et soft skills, donc on peut. Donc c'est tout ce qui est compétences en fait type créativité, résolution de problèmes complexes, etc., etc. Et en fait, toutes ces compétences-là vont permettre aussi aux collaborateurs d'évoluer vers de nouveaux domaines d'activité, d'être agiles. Nous aussi, en interne, on a une équipe d'agile, en fait, de coach agile, qui permettent, en fait, au niveau des projets, de gérer nos projets de manière plus flexible et rapide, avec le Scrum Master, etc., présent. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Embarquer tout le monde dans la transformation. L'engagement, c'est vraiment très important. Ouais. D'accord. Il y a une grande question, quoi, Aurélie. Oui. Et donc, du coup, le 21e siècle, donc, pour moi, c'est la révolution de l'intelligence humaine. Et la question, justement, où est ma place dans ce monde connecté pour l'homme? Et je pense que c'est un gros sujet qui va être abordé après par... c'est le sujet de cet après-midi. Xavier, est-ce qu'il y a une place pour l'homme? Et comment vous voyez, vous, évoluer déjà le sinistre? Voilà, je vais réduire comme le propos modestement au monde de l'assurance et du sinistre, parce qu'après, je pense que ça dépassera un peu mes compétences. Ce que l'on voit en tous les cas comme tendance, étant précisé toutefois qu'on le disait tout à l'heure, je crois, on nous annonçait il y a 30 ans le zéro papier, on n'y est toujours pas. Donc on est parfois très surpris d'avancées technologiques qui vont beaucoup plus vite qu'on ne l'aurait pensé et d'autres qui n'avancent pas. Toutefois, ce qu'on peut quand même voir se dessiner dans les recherches et notamment les appels d'offres qui ont été lancés, d'un côté la gestion des sinistres veut dire de récurrence, où à l'évidence, pour diverses raisons, et notamment en termes de fiabilité, l'intelligence artificielle, les processus d'automatisation devraient, en inconditionnel, devraient très largement augmenter. Alors je prends un exemple dans le milieu de la construction qui n'est pas de l'assurance, mais qui illustre un peu ce propos qu'on avait l'année dernière au CIMI. À Los Angeles, des agences immobilières se vantent, alors je ne sais pas ce qu'il en est, mais se vantent en tous les cas d'avoir réussi par rapport à des données et le big data, d'avoir analysé suffisamment précisément au mètre carré quelle est la valeur d'un bien, en faisant son exposition et autres, qu'ils savent après dans le marché à quel prix ils vont le vendre, s'ils le retiennent le marché en fonction de l'évolution, et que ces agents immobiliers, lorsque vous voulez vendre votre maison, vous l'achètent, font la captation de ce bien-là, et ensuite le revendent avec profit. Au Japon, il y aurait toujours des conditionnels, une indemnisation qui se ferait après un séisme, qui se ferait non plus sur analyse, mais simplement sur statistique, en disant en fonction de l'âge du bâtiment, sa construction, le profil moyen de la personne qui est là, elle doit avoir une valeur et qu'il serait moins cher finalement d'indemniser en prenant le risque éventuellement d'indemniser plus cher quelqu'un que d'amener des experts. Donc, ou des experts ou toute autre manière. Donc on peut quand même imaginer, et on le disait tout à l'heure, pour obtenir les 3 secondes d'indemnisation sur des choses simples, on ne voit pas comment on pourrait faire autrement que sur l'intelligence artificielle. La bonne nouvelle, c'est que des métiers vont devoir être faits, puisque l'ordinateur il ne se paramètre pas nécessairement par tout seul. Il va falloir imaginer cela, et l'homme n'est pas tout à fait paramétrable, parce que heureusement pour nous, certes, on peut paramétrer ce que nous étions dans le passé, on a encore du mal à paramétrer ce que nous serons dans l'avenir. Donc au moins plus d'intelligence peut-être dans cette gestion qui permet d'aller plus vite. Complexité en revanche dans les litiges complexes, puisqu'aujourd'hui, on l'évoquait tout à l'heure, l'informatique plus généralement, la donnée est partout, les obligations sont de partout, la réglementation, la compliance, enfin, tous ces barbarismes qu'on entend en longueur de journée avant qu'on les traduise dans notre langue, aujourd'hui font que si vous êtes face à un sinistre relativement important, la part du dommage matériel, ne cesse de varier. Moi, j'ai un dossier actuellement, mais c'est pas le seul, mais le préjudice matériel est de 15 millions d'euros, le préjudice immatériel invoqué est 260 millions d'euros. Et on n'a pas attaqué les préjudices d'image, de réputation et autres. Donc on voit bien que pour appréhender cela, en bien ou en mal, on va avoir la nécessité de personnes, qui comprennent le mode de fonctionnement d'une entreprise qui, par définition, pour survivre, doit être innovante. Donc ça suppose une formation continue. Quelqu'un qui aurait examiné un sinistre qui aurait affecté General Electric, BlackBerry il y a 10 ans, serait totalement dépassé 3 ans après lorsqu'Apple est sorti, et sans doute dans 3 ans sera totalement dépassé parce que la boîte qu'on ne connaît pas encore. L'obsolescence des connaissances. Voilà. Quoi. Ouais. Donc il faut évoluer. La deuxième, c'est qu'on est tous très intelligents, même avec l'intelligence artificielle, mais on le voit là, on a tous des sensibilités différentes,
des compétences et sensibilités. Je crois que vraisemblablement aujourd'hui, on le parlait aussi pour le BIM, où chacun vient plugger un peu sa connaissance, on peut imaginer que le travail de demain va beaucoup plus favoriser le travail complémentaire. Je pense qu'il y a 20 ans, toutes nos professions de conseil au général ont travaillé peut-être en silo avec un chef d'orchestre qui était l'assureur quand il avait le temps ou les gestionnaires. Aujourd'hui, de toute façon, le temps ne permet pas de le faire et il faut une réactivité importante, donc des outils communs, un langage commun. Donc il va falloir qu'on apprenne tous à avoir le même langage, qui va être compliqué, notamment nous, chez les avocats, où c'est parfois un peu long à la détente. Donc on a ça. Et puis, la problématique qui me semble aujourd'hui peut-être pas tout à fait encore bien appréhendé, c'est demain quel est mon justificatif de préjudice. Je vais prendre quelque chose d'assez simple, ma perte d'exploitation. Il y a 20 ans toujours, en tout cas de perte d'exploitation, j'allais tirer ma comptabilité, je demandais 3 tampons du DAF, on considérait éventuellement qu'on allait faire des contrôles sur une facture, on regardait. Au 1er janvier 2019, il n'y aura plus que des factures électroniques qu'il faudra éventuellement conserver. Mais aujourd'hui, pour un gros sinistre, on ne fait plus d'analyse sur la comptabilité. On fait du dérivé de dérivé de dérivé, puisque la seule analyse que l'on fait, on la fait via une extraction d'Excel, qui elle-même n'est jamais que l'extraction de SAP. Et SAP, c'est jamais que de la donnée qui, pour grosse partie, aura fonction avec des EDI, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de support matériel dans quelque sens que ce soit. En matière d'assurance, on peut espérer qu'entre l'assureur et l'assuré, il y ait une confiance. Ce n'est pas encore le cas dans le cadre d'un procès où on l'a. Le pari, ça va être aujourd'hui comment on va modeler cette preuve. Il faut, à mon sens, pas l'attendre des tribunaux et encore moins du gouvernement, puisqu'ils sont un peu à la traîne. Il est vraisemblable qu'on n'aura pas le temps de le faire. Il faudra que, de manière conventionnelle, on détermine entre nous comment on va apprécier ces préjudices. Et pour reboucler là-dessus, c'est quoi le préjudice des réputations, comment on le monnaie, comment on le finance. Aujourd'hui, un préjudice de réputation, un préjudice moral, puisqu'on sait que maintenant les entreprises ont des préjudices moraux. On a énoncé le principe, mais après, on ne sait pas. Et en général, c'est 1 €. Pour un préjudice de réputation, c'est cela. Bon, il est évident aujourd'hui que, pour conclure, sur une entreprise, par exemple demain de type LinkedIn, lorsqu'elle a été rachetée par, je crois c'est Microsoft, je crois qu'elle n'avait toujours pas réussi à faire des bénéfices. J'exagère à peine. Demain, il y a un breach de contrat juste avant la vente. L'entreprise qui valait 5 milliards d'euros, les données sont dispersées. Elle ne vaut plus rien, mais c'est potentiel. On a une tendance aujourd'hui à apprécier le préjudice comme quelque chose de tangible dans un moment qui est là, calculé au passif, au 31 décembre de l'année. C'est très évolutif, et je pense que la manière dont on va le faire doit être très évolutif aussi. La matière reste à inventer, et c'est pour ça que la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est où est l'humain. Alors l'humain, il est chez le client, mais il va être aussi chez nous, parce qu'il va falloir qu'on fasse du jus de cerveau pour pouvoir finalement accompagner quelque chose dont on ne sait pas exactement vers où on ira, mais en tous les cas, on sait que ça doit être plus rapide. Malheureusement, sans doute, on va nous demander d'être moins cher, mais ça va être difficile d'être moins cher et très innovant. Il faudra trouver la solution. Et en tous les cas, très concurrentiel, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde occidental où on est là avec un certain nombre d'habitudes. Ce que l'on voit, le dynamisme, notamment en Inde, pour les populations européennes, est assez inquiétant, parce que je pense qu'eux, ils n'auront peut-être pas les mêmes préventions, parce qu'ils n'ont pas le même recul que l'on a, et les populations sont très jeunes. Donc je pense qu'effectivement, devant nous, s'ouvrent 20 ans un peu actifs. Donc le sinistre d'hyperfréquence, un peu d'intelligence artificielle, vraisemblablement dans un délai assez court. Après, on évolue plus en mode projet, peut-être Maxime, dans la gestion collective d'un sinistre. Qui on embarquerait dans un sinistre où il y a du cyber? La gestion, je la vois en 2 temps. La première étape, ça va être ce qu'on disait là, c'est la gestion de crise. Je suis victime d'une attaque cyber. Qu'est-ce que je fais dans le plus rapidement possible? Éteindre l'incendie, isoler l'environnement sain. Donc vraiment cette question de ce que rappelait tout à l'heure, c'est la proactivité. Après, les attaques qu'on a eues l'année dernière sont arrivées les veilles de week-end. C'est une disponibilité du département sinistre
le week-end, 7 jours sur 7, 24, quoi, 7 jours sur 7. Avec, grosse évolution aussi. C'est ça, ça pose d'autres questions en interne au niveau des sociétés et des institutions représentatives du personnel. Mais il y a cette question-là de disponibilité, de proactivité. Après, le second temps, ça va être la gestion classique d'un dossier. Si on est sur une question de responsabilité civile, dommage où on revient sur une gestion plus classique. Mais c'est pour ça que moi je le vois vraiment cet aspect dans les deux temps. Et après sur la place de l'humain a vraiment sa place. Et sur ce type de sinistre, en mode projet, on va avoir quoi ? On va avoir le gestionnaire, on va avoir peut-être l'avocat, on va avoir un spécialiste en cybersécurité. C'est ça, c'est la pluralité de l'intervention et la conjonction des compétences des uns et des autres. Après, avec la place de l'humain, et je vois pas l'intelligence artificielle de mon côté sur ce type de sinistre. Et nous avons parmi nous notre spécialiste en communication de crise, qui est souvent un élément qu'on a évoqué dans la préparation. C'est bien évidemment qu'un sinistre cyber peut avoir un impact sur la réputation et l'image d'une entreprise. On n'a pas le temps de saluer Géraud, qui est au fond de la salle, mais qui est aussi notre spécialiste en communication de crise chez XI+. Benoît, la place de l'humain en conclusion ? Voilà, il y a aujourd'hui, je le redis, 20 ans où il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de gestionnaire. Alors, on a parlé du SCADA avec les prérogatives de l'État français sur des opérateurs d'importance vitale, etc. Tout ça, ça a été du linge plus ou moins sale nettoyé en famille pendant beaucoup d'années. Maintenant, il faut que les assureurs soient présents dès le départ dans les sinistres. Il y a encore beaucoup de secrets autour de ça. On a passé 10 ans dans de grandes structures à ne pas déclarer ces incidents et à les gérer. Je ne vous parle même pas du nombre de rançons qui sont encore aujourd'hui payées avec des résultats très variables. Mais il y a du Bitcoin aujourd'hui. Voilà, je participe parfois à des opérations où le Bitcoin est remis avec des résultats très variables. Donc il faut changer absolument ça et y aller à fond. Il y a vraiment un travail à faire et remettre tout ça sur les rails du juridique, de l'assurance, rassurer aussi tous ces intervenants. Je pense que l'assureur a un rôle à rassurer, un rôle très humain, rôle de rassurance, d'être auprès de tous les intervenants techniques en disant avant de démarrer, sachez que voilà, il y a des règles, il y a des droits, on en a parlé tout à l'heure, il y a tout un tas de règles, et puis il y a aussi ce qu'on peut faire pour vous. C'est là, il faut y aller. Aurélie, juste un mot. Enfin, oui, Maxime, on peut revenir. C'était juste rebondir sur la question de la rançon, et c'est vrai qu'il n'y a pas de faut-il payer ou pas la rançon. J'ai pas de parce que j'en avais parlé tout à l'heure, je suis pas allé dans le détail. C'est pas que je ne veux pas y répondre, mais c'est pareil, c'est un peu comme l'histoire de l'amende, c'est au cas par cas. Moi, j'ai vu un dossier dans WannaCry où l'assuré, alors là on n'était pas en Bitcoin, on était à $300 à payer, il n'a pas récupéré l'accès à ces données. L'exemple que je donnais de l'hôtel en... Après, il y a l'exemple de l'hôtel en Autriche. C'était avec l'histoire avec l'aquarium. Non, c'était pour l'accès aux chambres, la production des clés, des cartes. Ils ont été victimes 3 fois d'attaques parce qu'ils ont payé une première fois. Le pirate se dit c'est une cible facile, il paye, donc je retente. Et donc c'est au cas par cas. Maintenant, on se rend compte que les pirates, si on paye et ne donnent pas la clé de décryptage... En fait, il faut un psychologue désormais dans la gestion en mode projet d'un sinistre de cette nature-là. Et si jamais on paye la rançon et qu'en échange, on n'a pas la clé de décryptage, les gens vont le savoir et ne paieront plus non plus la rançon. Donc, en tout cas, voilà, la rançon est assurable, c'est au cas par cas. Si on veut laisser un petit mot à la fin à Jean-Gabriel pour nous faire une synthèse. Aurélie, peut-être la place de l'humain en un mot ? Dans un monde connecté, bien évidemment. Je pense que l'humain en fait a toute sa place. On n'est pas en lutte directe avec les machines. Par contre, je pense que c'est une ère dans laquelle on est rentré où il est pertinent en fait de se repositionner et de se questionner sur l'avenir de chacun à son poste et donc d'améliorer notre quotidien, nos process. Donc c'est vraiment une période de transformation et de changement assez intéressante à mener dans les organisations.
Jean-Gabriel. Je reviens le mot de la fin quand même, en tout cas de rassembler des grands messages. Rassembler, je crois que c'est très juste ce que vient de dire Aurélie, c'est-à-dire qu'on est dans un monde qui évolue, qui est très différent. Hein, et je crois que lorsqu'on oppose l'homme à la machine, hein, c'est bien sûr une question qui est rivée au cœur de l'homme. Hein, c'est l'idée que l'œuvre de l'homme va le détruire. Hein, question, bien sûr, qui se pose depuis extrêmement longtemps. On trouve des mythes qui sont récurrents, mais la réalité est complètement différente. Hein, et justement, il y a un malentendu là-dessus. En revanche, on est dans une société qui a changé. C'est une société de l'information où l'information joue une part de plus en plus importante. Et c'est, je crois, ça qu'il faut essayer de bien mesurer aujourd'hui. Alors, ça veut dire d'abord que la matière, hein, le fruit du travail humain, c'est lié à l'information. Les métiers eux-mêmes, on terminera là-dessus, mais ça a évolué en lien avec l'information. La première chose, donc, matière, hein, les données sont la source de richesse, le traitement des données sont la source des richesses. L'économie est nouvelle, hein, elle est complètement différente. C'est une économie de la gratuité, hein, où en fait, c'est pas ce que l'on produit qui va rapporter, mais c'est ce qui est autour de ce que l'on produit, et c'est le regard qu'on va porter sur quelque chose qui va être rémunérateur. Hein. Le principe de Google, c'est de ne pas vous faire payer le moteur de recherche, mais en réalité, du fait que vous alliez souvent sur Google, fait que vous allez voir des publicités sans en prendre conscience, et c'est ça qui va être rémunérateur pour Google. Hein. Donc c'est une nouvelle logique. Alors il faudrait que je développe un peu plus, mais l'importance de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage machine est directement liée à cela. Parce que lorsque on a commencé le web, il n'y avait pas de modèle économique. Hein. Il faut bien imaginer qu'il n'y avait pas de stratégie. Hein. Dans les années 90, hein, quand on voit le début du web, c'était la gratuité. En France, on avait Minitel. On savait très bien ce qu'on pouvait faire. Hein, on faisait payer de façon tout à fait classique. Et progressivement, donc, les gens ont compris que ce qu'il fallait, c'était faire de la publicité. Mais la publicité classique, ça rapportait pas grand-chose, parce qu'il y avait un retour sur investissement qui était très faible. Et donc ensuite, les gens ont compris qu'il fallait essayer de cibler. Comme ça, on pouvait rentabiliser bien plus la publicité. Pour cibler, il fallait avoir des informations sur les utilisateurs. Et puis, on s'est rendu compte que toujours avec cette capacité d'interpréter les données, on pouvait non seulement cibler la publicité, mais aussi proposer des produits qui étaient en rapport, stimuler le désir. Donc ça, c'est la nouvelle économie contemporaine qui est directement liée à l'information. Ça, c'est le premier point, je crois, qui est important, hein, et sur lequel, bien sûr, il y aurait énormément à dire. Alors, deuxième point, c'est que cette transformation elle s'accompagne de nouvelles vulnérabilités. Et ça, je crois qu'on l'a vu, ce sont des vulnérabilités. Alors, on peut bien sûr essayer de trouver un écho avec ce qui se passait auparavant, mais c'est quand même très différent. C'est-à-dire qu'effectivement, la réputation, ça a toujours existé, sauf qu'aujourd'hui, ça se fait dans des proportions qui n'ont aucun rapport. Hein. On a parlé, il y a un certain nombre d'années, vous vous souvenez du droit à l'oubli, par exemple. Hein, et la CNIL était la championne là-dessus. On nous a vendu cette absurdité selon laquelle on pourrait oublier sur Internet. Mais ça n'existe pas. Je veux dire, une fois qu'une information fallacieuse est présente, elle reste présente. Alors après, on peut faire du déréférencement, on peut essayer tout un tas de techniques, mais l'information est présente et on ne sait pas comment faire. Auparavant, quand quelqu'un était condamné, au bout d'un certain temps, normalement, ça ne se savait plus. Alors peut-être que ses proches le savaient, mais il pouvait se présenter sans que la peine le poursuive. Aujourd'hui, ça vous poursuit tout le temps. Donc ce sont vraiment, je crois, des problèmes vraiment considérables qui se posent. Alors, donc on a effectivement évoqué, et je crois que c'est très important, cette difficulté d'évaluation des dommages immatériels. Parce qu'effectivement, c'est une société de l'information et on ne sait pas très bien ce que c'est comme matière. Alors, deuxième chose, toujours sur ces vulnérabilités, je crois qu'il faut dire aussi que l'intelligence artificielle a un double rôle. D'une part, elle peut aider à se prémunir contre un certain nombre de vulnérabilités, par exemple en essayant de caractériser des attaques avec de l'apprentissage, il y a un certain nombre de choses qui sont présentes, mais aussi elle peut être utilisée par des gens pour concevoir de nouveaux outils.
qui vont essayer d'attaquer. Par exemple, en détectant les habitudes, etc. Donc là, je crois qu'il y a un rôle double de l'intelligence artificielle, à la fois positif et négatif. Je ne rentre pas dans le détail, parce que c'est juste pour conclure, mais je crois que c'est important d'avoir cela en tête, pour savoir que c'est un monde différent, c'est un monde dangereux. Et justement, c'est pour ça d'ailleurs que les assurances, je crois, ont un rôle important. Et alors, on a parlé de la défense tout à l'heure. Je crois que là aussi, il faut bien comprendre qu'il y a des nouvelles formes de guerre à la fois entre États. Et les États, en tout cas les États européens, n'ont pas toujours eu confiance. Il se trouve qu'il y a un certain nombre d'années, on m'avait demandé de rédiger, de présider un groupe de travail du Conseil scientifique de la défense sur intelligence artificielle et défense. Et lorsque j'avais commencé, j'avais demandé est-ce qu'on inclut la sécurité, puisque pour moi, l'intelligence artificielle, dans le monde qui est le nôtre, est directement liée à la sécurité et qu'il y a de nouvelles formes d'attaques qui sont liées. Et on m'a dit non, parce que la défense et la sécurité, c'est pas les mêmes. Aujourd'hui, c'est vrai que les choses ont changé, mais ça fait très peu de temps. Au moment où j'avais restitué le rapport, je l'avais dit, bon, ils écoutaient, mais enfin, c'était... ça vous fait rire, mais c'est quand même... C'est important. Et deuxième... pardon ? Les gens évoluent, oui. Et puis toujours donc sur les questions de défense, j'ai dit il y a des questions nationales, mais il y a aussi de nouveaux acteurs. Ouais, je crois qu'on l'a vu assez bien dans ce que vous avez dit tout à l'heure sur les différentes strates. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se rend compte qu'il faut faire de la défense proactive, ça veut dire qu'il y a des grands groupes qui vont non seulement essayer de se prémunir contre des attaques, mais aussi éventuellement d'attaquer un certain nombre de gens. Donc on se retrouve dans un monde qui est quand même extrêmement inquiétant. Et c'est un des problèmes qu'ont les gens. Est-ce qu'on va accepter qu'un groupe de taille importante mène des attaques sur le cyberespace ? Donc je crois que c'est ça dont il faut que l'on ait conscience. Parce qu'à ce moment-là, bien sûr, ce groupe lui-même, il va conduire des attaques, et puis on peut avoir un autre groupe qui voudra éventuellement se faire assurer sur ces attaques. Enfin, vous imaginez, bien sûr, la question. Alors, il y a un petit point que vous n'avez pas abordé, qui était... Donc j'avais la question de la rançon, mais vous l'avez abordée, enfin, sans y répondre d'ailleurs, mais sur les particuliers. Parce que, est-ce qu'il faut que vous assuriez le particulier aujourd'hui dans ce monde ? C'est une question qui se pose tous les jours, de plus en plus. Moi, il se trouve que ma carte bleue, il y a des gens qui ont tiré des choses en un an. Enfin voilà, donc un certain nombre de questions. Alors, troisième point, c'est que vous avez parlé de nouvelles formes d'assurance. Et ça, je crois que c'est important, c'est-à-dire que le numérique va peut-être permettre d'ouvrir sur de nouvelles façons de voir l'assurance. Mais là encore, bien sûr, il faut bien sûr essayer d'avoir un peu d'imagination, mais il faut savoir qu'en face de vous, il y a quand même des acteurs qui pourraient profiter des données qu'ils ont et des possibilités de l'intelligence artificielle pour prévoir le risque. Or, l'assurance est quand même liée directement à l'évaluation du risque. Et donc là, je crois qu'il y a une question qui n'a pas tellement été évoquée, mais qu'est-ce qui va se passer le jour où Facebook, par exemple, va dire on assure les jeunes gens qui ne fument pas, qui font du sport régulièrement, et on sait tout ça, qui ne boivent pas pour beaucoup moins cher. Et là, vous aurez vos enfants et ils vont se dire ouais, j'ai une assurance beaucoup moins coûteuse. Et vous n'allez pas leur dire non, il faut que vous restiez dans une assurance qui sera plus coûteuse. Donc je crois que ça va certainement poser un certain nombre de questions dans les années qui viennent. Oui, bien sûr, mais vous imaginez un peu les questions qui vont se poser. Alors, quatrième point qu'on a évoqué, c'est la question des métiers et de l'activité. Et là, je crois que c'est une question qui, dans la société, pose un certain nombre de problèmes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets et qui vont être hostiles à l'intelligence artificielle, hostiles au progrès de la technologie, parce qu'ils pensent que ça va supprimer des emplois.
Alors ça ne changera rien au fait d'ailleurs que ça supprimera des emplois, mais ça changera au fait que nous ne serons pas capables d'anticiper ce qui va se produire. Et donc le danger, bien sûr, c'est qu'on se ferme les yeux, c'est l'autruche, hein, c'est-à-dire qu'on se mette la tête dans le sable. Alors je crois que sur cette question des emplois, il y a eu beaucoup de déclarations qui sont totalement fantaisistes. Moi j'ai vu des rapports de l'université d'Oxford, que vous avez certainement lus, hein, publiés je crois en 2017 ou 2017 je crois, hein, où on nous explique que d'ici 50 ans, je ne sais pas combien de pourcentage de métiers auront disparu, et que d'ici 120 ans, toutes les tâches seront réalisées par des machines, il n'y aura plus personne qui travaillera. Alors c'est quelque chose d'absurde, et nous avions un candidat à l'élection présidentielle qui avait repris un peu ce type de choses, et qui laissait entendre qu'il n'y aurait plus de travail. C'est totalement faux. C'est-à-dire que d'abord l'expérience individuelle montre que dans un certain nombre de métiers, on travaille de plus en plus. Alors vous allez me dire, il y a plus de chômage. Oui, mais justement, ce ne sont pas les mêmes. Donc ça veut dire que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, pour essayer d'aborder ça et peut-être de vous donner quelques clés, moi j'avais repris des notions qui avaient été introduites par une philosophe, Hannah Arendt, dans un ouvrage qui s'appelle en français « La condition de l'homme moderne ». Le titre anglais c'est « Human Condition », mais en français, la condition humaine, c'était déjà pris. Donc, et là, elle dit, la vie active de l'homme, elle la décompose en 3 plans. Elle dit, il y a ce qui relève du labeur, c'est-à-dire l'activité nécessaire à la subsistance, ce que dans l'Antiquité exécutaient les esclaves et les femmes. Et donc cette activité répétitive, pardon ? Toujours pareil. Oui. Non, c'est plus pareil aujourd'hui. Donc il y a le labeur, il y a l'œuvre, c'est-à-dire la réalisation de l'homme dans le monde des objets, et puis il y a l'action qui est l'action politique. Et ça, c'était pour les hommes libres, bien sûr. Alors aujourd'hui, on peut se dire, mais qu'est-ce que les machines permettent de faire ? Eh bien, je crois que c'est un peu ce que vous avez dit, elles permettent effectivement d'exécuter un certain nombre de tâches répétitives. Et faut-il pleurer de ça ? Non, je ne crois pas, parce qu'il y avait des tâches dégradantes, des tâches pénibles. Et alors en plus de ça, donc, c'est des tâches physiques. Il faut savoir que les métiers ont changé, et que là où on sollicitait le corps, maintenant on sollicite nos capacités cognitives. Donc ça veut dire que la pénibilité au travail est différente de ce qu'elle était auparavant. Aujourd'hui, c'est plus l'usure de l'homme qui est plié, à l'agriculteur qui est plié au bout de 20 années de travail, mais c'est autre chose, c'est la dépression nerveuse, le mal du siècle. Et c'est de ça, je crois, dont il faut parler, parce que ce sont ça les risques actuels. Et alors, est-ce que tout ce qui relève du labeur disparaît ? Moi, je ne crois pas, parce qu'il y a un certain nombre de tâches qui disparaissent, qui sont des tâches répétitives, des tâches pénibles, des tâches routinières, mais il y a peut-être d'autres activités qui impliquent la personne, les relations immédiates entre les gens, une hôtesse. Alors, moi, j'ai toujours l'habitude il y a un métier, bien sûr, que j'utilise plus beaucoup maintenant, mais qui est le métier de coiffeur. C'est vrai qu'on imagine qu'il faut qu'il y ait un individu, une personne, un homme ou une femme, parce qu'il y a une relation humaine, je crois que c'est important. Donc ça va subsister. Puis surtout, il y a beaucoup de métiers qui sont liés à l'œuvre, c'est-à-dire à cette transformation du monde des objets pour lesquels il faut beaucoup de compétences. Et puis il y a les aspects d'action politique qui, je pense, aujourd'hui, jouent un rôle de plus en plus important. Mais alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, l'œuvre, ça demande un certain nombre de compétences, et donc, et on va en revenir au dernier point, c'est la formation. Je crois qu'elle est tout à fait essentielle. Formation initiale, bien sûr, mais aussi formation à tous les âges de la vie. Et justement, il faut que dans nos sociétés, l'ensemble de la population conserve un espoir et se rende compte qu'il y a même des gens de milieux très modestes, ils ont des possibilités. Il y a des gens dans les banlieues qui peuvent avoir une passion pour certains aspects numériques et acquérir des compétences qui leur donnent une valeur extrêmement importante sur le marché du travail. Et en même temps, bien sûr, ces compétences sont extrêmement différenciées. Moi, je peux vous dire, en tant que professeur d'informatique, que les compétences des élèves et un homme n'équivaut pas à un individu, un homme ou une femme, n'équivaut pas à un autre. C'est-à-dire qu'un bon programmeur, c'est nettement mieux que 100 mauvais programmeurs. Donc ça, je crois il faut bien prendre conscience de cette réalité nouvelle. Alors, ça ne veut pas dire que les gens vont être tous programmeurs. Ça veut dire qu'il y a des compétences différentes, mais je crois que c'est important. Et donc, je crois que la formation est tout à fait essentielle, et formation à la fois initiale et je crois formation tout au long de la vie. Et ça, je crois que c'est vraiment important de prendre en considération ça
dans les carrières qu'il y ait des respirations, que les ressources humaines soient des vraies ressources humaines, c'est-à-dire qu'on cultive effectivement ces choses-là. Puis dernier point sur lequel je voudrais conclure, c'est la question de l'évolution, de la perspective. Hein, parce que effectivement, souvent, il y a des déclarations fracassantes, les gens qui vont vous dire dans 10 ans, il va se passer ça, dans 20 ans, il va se passer ça. Et l'expérience rétrospective montre qu'avec les technologies, surtout avec les technologies de l'information, il est extrêmement difficile d'avoir une anticipation. Et alors moi j'avais une théorie selon laquelle, je crois que j'ai exposé tout à l'heure, le temps de la tradition c'est un temps cyclique. Nous ne sommes pas dans un monde de tradition, de répétition, en répétition des saisons, etc. Le temps du progrès, c'est un temps linéaire. Et en fait, on est dans un temps bizarre, qui est un temps qui est à la fois cyclique et linéaire. C'est-à-dire qu'il y a, et moi j'avais une explication, c'est parce que les technologies de l'information sont des technologies qui prennent en considération la société, les hommes, les dimensions sociales, l'économie. Ce qui veut dire que quand il y a un progrès, il y a des résistances et il y a un aspect chaotique. Vous voyez, comme quelque chose qui est sur un frottement. Et effectivement, quand on regarde bien, il y a des technologies qui apparaissent, qui enthousiasment, et puis qui ensuite disparaissent, c'est-à-dire ne sont plus apparentes, mais que les gens continuent à travailler dessus. On a parlé des réseaux de neurones formels, mais vous pouvez prendre plein d'exemples. Et donc c'est très difficile de savoir ce qui va se produire dans le futur, d'anticiper, de dire il va se passer ça dans 5 ans, par exemple, vous allez avoir des voitures électriques partout. Vous n'en savez rien, parce que ça dépendra des problèmes écologiques, des problèmes liés au coût des batteries, de problèmes économiques, etc. En revanche, ce que l'on peut savoir, c'est que, effectivement, je pense que le numérique va prendre une importance de plus en plus importante, mais on ne sait pas exactement sous quelle forme et comment ça va transformer le monde. Et puis dernier point, je crois que ça c'est important de conclure là-dessus, c'est que le monde qui vient, le progrès n'est pas déterministe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un fatalisme technologique. Cet univers est fait par des hommes, pour des hommes, et bien sûr c'est à nous de savoir plus ou moins dans quel monde on veut vivre et d'imprimer avec force nos désirs sur ces évolutions. Et pour ça, bien sûr, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui va se produire et quels sont les dangers qui vont se profiler. Voilà, qui remet l'homme. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Il nous reste encore à vous dire merci. Vraiment du fond du cœur, merci pour votre participation et votre présence. Merci aux intervenants, merci à l'équipe du siège et à la formidable commission communication pour cette organisation. Le mot de la fin peut-être, s'il apparaît. J'aimerais que cet après-midi ait pour vous fait office vraiment de formation et de partage, parce que l'autre est une richesse et au fond nous devons nous organiser pour que cette richesse ne soit pas perdue. Très bonne fin de journée. On se retrouve autour du cocktail. On peut être là encore une bonne heure. Merci et bon retour à toutes et à tous.